Coucou, bonsoir, bonsoir les Ninakama. En plus, vous êtes 21 comme Nina 2119. Wouhou! J'espère que vous allez bien, contente de vous revoir. Coucou, coucou Zoxmi, coucou Mugi. Je confonds si c'est pas Anto Mugi à chaque fois. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode des Scans en retard. Je vous l'ai promis, je me suis motivée. Je me suis dit, allez, j'ai eu une journée en plus fatigante. Et je me suis dit, je peux pas louper ça. Je leur ai promis. Mais sinon, ça va, je suis contente de vous retrouver et je vais enfin reprendre les scans de One Piece et lire enfin les tout derniers et me mettre à jour avec vous. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et je vous ai teasé aussi, je vous ai posté le teaser de la prochaine vidéo de mardi. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai mis un peu partout pour une fois. J'ai fait mon premier short sur YouTube. C'est incroyable. La première fois que je fais un short, je me suis dit, tiens, je vais mettre le teasing de la vidéo pour en faire un mini teaser, mais par les shorts. Je me suis dit, c'est intéressant. Je l'ai posté aussi sur Twitter et sur TikTok. Donc, c'est vous dire, pour une fois, j'ai fait mon taf de youtubeuse. Donc voilà. Oh, merci Monkey. Merci. Bah, je suis trop contente si vous a plu. Donc au moins, vous avez un peu le sujet de la prochaine vidéo. Donc c'est mardi 18h. Ce sera donc sur le passé d'Imu, les origines même d'Imu. Je vous explique un peu ce que sera la vidéo parce que elle va faire plus de 40 minutes et c'est considéré comme une théorie des nerfs. Que vous dire dessus? Tout part de Rod Ditchevek et son équipage. Il y a quelque chose que Oda a caché dans un des chapitres de One Piece à travers le flashback de Chebek. Je l'ai vu, j'ai dit intéressant, si je m'en intéressais un peu plus. Et du coup, j'ai découvert un truc de fou furieux que vous allez découvrir parce que ce minime détail placé dans le flashback de Chebek permet en réalité de relier à la fois Hanuman, alias le dieu singe qui inspire Luffy et même Son Goku de Dragon Ball. Et grâce à ça, ça vous met sur la piste de la véritable inspiration d'Imu. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a un truc assez fou qui vous permet de découvrir le design d'Imu. Et à travers ce design, vous découvrez possiblement son histoire passée. Toute son histoire, son origine, d'où elle vient, pourquoi elle est devenue Dieu, pourquoi elle est devenue comme ça, et même l'histoire avec Joy Boy, ça va parler du chapeau de paille, ça va parler vraiment des dits aussi, parce que ça confirmerait une partie de ma théorie sur les Daza. Vraiment, j'ai trop hâte que vous la découvriez et j'espère surtout qu'elle va vous plaire et que vous serez au rendez-vous. Merci KB, merci. Coucou Laura, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Coucou Askelios pour la deuxième partie, ouais. Les théories des nerfs, non, c'est toujours pas fini, non. C'est là, dis-toi, je suis toujours sur la dernière partie. Je travaille actuellement dessus et ça va faire bientôt, je dirais, bientôt un an que je travaille dessus. Donc c'est te dire à quel point elle est énorme. La dernière vidéo des théories des nerfs fait 8 heures, hein, environ 8 heures. Donc c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne, mais je pense que c'est même la plus grosse théorie en termes de temps de toute l'histoire de One Piece. Donc 8 heures de travail intense et c'est pour ça que c'est vraiment une très grosse vidéo qu'il faut du temps en fait pour créer. Voilà. Olivier, hello tout le monde, j'aurais pas le temps de suivre tout le stream. Je voulais savoir s'il y aura une rediff. Désolé si ça a été dit. Bon live à tous. Merci pour ton message. Et oui, il y aura une rediffusion. Normalement, je vais la mettre sur la chaîne secondaire. Parce que j'ai créé une chaîne secondaire, donc je mettrai les rediffs du live là-dessus, ce sera beaucoup plus simple. C'est vrai, c'est l'anniversaire de Laura? Eh, bon anniversaire Laura! Joyeux anniversaire! Ça me rappelle des souvenirs. Non, c'est... Oh putain, dis-moi pas Kitty, tu m'as trollé comme la dernière fois. Ah putain. Non, mais attends, ça me rappelait des souvenirs quand on lui avait souhaité. Et je me suis dit, jure, ça fait un an déjà. Deg. Et coucou Bovie. Ben voilà, si Kitty, tu peux juste mettre le lien de la chaîne secondaire. Comme ça, normalement, vous retrouverez le live qu'on a fait hier. Là, faut que je m'en occupe. Faut que je le découpe pour que ce soit plus court, plus propre. Et je vous le reposterai sur la chaîne secondaire. Et ensuite, je m'occuperai de celui d'aujourd'hui qu'on fera. Je rediffuserai tout. Normalement, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié de dire. Donc, je pense qu'on va pas trop tarder même à attaquer tout de suite parce que 3 chapitres, vu tout ce qui est analysé, on sait jamais. On va y aller. Si vous êtes prêts, je suis prête.
Alors, c'est où déjà? C'est brave. Ok, bah j'ai envie de dire, let's go les Ninakama. C'est parti, coucou YouTube, on part pour le chapitre 1174 de One Piece, ce qu'il y a de plus fort au monde. C'est pour rattraper mon retard parce que je n'ai pas lu les chapitres. Donc pensez à liker, vous abonner, partager et bien évidemment le petit cœur en commentaire comme toujours. Dans le chat, vous pouvez faire coucou à YouTube évidemment. Et on va commencer la lecture puisque je n'ai rien lu du tout. Bah c'est parti, on commence donc avec une cover de Roger avec un dinosaure. Vignette sur demande, Roger promène un tyrannosaure qu'il a apprivoisé comme un chiot. Est-ce qu'il y a un détail marquant dessus? Est-ce que je peux m'arrêter dessus? Non, pas spécialement. Il lui donne son chapeau, blablabla. Hop, on peut passer à la suite. Et c'est parti, quelle galère! Ce crétin de MMA a tout fichu en l'air. Il a non seulement fait sombrer le navire, mais il a aussi entraîné une partie de l'Océonimbus dans sa chute. Ok, ça craint un max là, sans parler de l'effet de la flèche qui ne s'interrompt pas. Les enfants vont bientôt tomber, se fracasser contre une montagne et finir en 1000 morceaux. Ok. Gunko, stop les gosses, l'opération est momentanément suspendue. Ah mais non, ça ne sert à rien, c'est le seigneur Ému qui la contrôle. Si seulement on pouvait détruire cette flèche. Est-ce que c'est possible? Elle est faite en quoi, bon sang? On n'arrive même pas à l'égratigner. Papa, maman, au secours! Vous perdez votre temps, bande de demeurés. Si ça servait à quelque chose, je serais déjà passé à l'action. Ses parents veulent protéger leurs enfants, mais les ronces les empêchent de les toucher. Ils n'ont pas d'autre choix que d'assister à la chute mortelle de leur progéniture. Quelle délicieuse façon de mourir. Au fond, je pense que ça vaut le coup. Après tout, c'est aussi la faute de son excellence qui a pris le contrôle du corps de Gunko. Les gamins, on pourra toujours en trouver d'autres. Ah, ces noms que l'on crie et ces larmes qui coulent par amour filial, ça c'est de l'émotion. Ok, je crois qu'on va s'arrêter. Est-ce que ça continue? Non, ça continue. Allô, écoutez-moi les parents d'élèves. Et surtout vous, saleté de môme. On comptait vous conduire en toute sécurité jusqu'à la Terre Sainte, mais suite à un événement imprévu, le navire et un morceau de l'Océanimbus ont disparu. Bref, vous allez tomber dans le vide, il n'y a plus rien, et connaître une fin tragique. Si on continue d'avancer, c'est la chute assurée. En sacrifiant mes 2 bras, je devrais pouvoir t'arrêter. Papi Oimo, c'est vraiment regrettable, mais je ne peux rien y faire. À quoi tu joues, ce meurtre? Pile au moment où les morveux arrivaient au port. C'est pas vrai. Aïe! Arrête, Papi Oimo! Ça me fait mal! Je suis désolée, ne m'en veux pas. Oimo! Haha, rendons-nous à l'évidence. Tant que cette flèche sera là, on ne pourra pas les immobiliser. Ça signifie qu'il n'y a plus aucun moyen de les sauver. Ce n'est pas possible. Les enfants sont là, juste sous nos yeux. Et il faut qu'on les regarde mourir. S'ils tombent dans le monde des morts, on ne retrouvera même pas leur corps. Arrêtez de vous payer nos têtes, infâme démon. Alors, je voulais m'arrêter, hein, mais je me rends compte que c'est vachement long. Faites la lecture. Ça s'arrête jamais. Depuis tout à l'heure, ils disent « Oh, les gamins vont tomber. Oh, c'est pas vrai. La flèche les arrête. Non, on peut pas briser cette flèche. Merde. Les enfants vont tomber. Oh, la flèche va machiner. » En fait, c'est ça tout le long. Hein. C'est peut-être le ciel qui me punit parce que j'ai pas été sage. Hein? On m'a dit la même chose quand je me suis fait gronder. Moi aussi, j'aurais dû être plus obéissant. Du coup, on va tous mourir parce qu'on a fait des bêtises. Non, je veux pas. À partir de maintenant, je promets de me tenir à carreau. Au secours, à l'aide, pardon. Je promets d'être sage. Le dieu du soleil garde toujours un œil sur les vilains enfants. Mais je l'ai gagné en duel. Il est à moi. Pardon? Attendez, on met pause. Le dieu du soleil garde toujours un œil sur les vilains enfants. Je l'ai gagné en duel, il est à moi. Vous avez remarqué? C'est Emmet. C'est fou ça. Emmet, qui est lié à Elbaf. Marrant ça. Sachant que je vous rappelle que il y avait une sorte de robot géant qu'il y a sur Elbaf et on sait pas d'où il vient. Et ça c'est très intéressant. On en reparlera je pense juste après. Ouais, parfaitement. Si tu es fort, tu te dois d'être gentil avec les faibles. Va tout de suite t'excuser. Pourquoi tu en laisses autant? Tu n'aimes pas ce que je cuisine? C'est à cause des carottes. Viens ici, tu as encore emporté l'épée de ton père. Je te déteste, papy. Qu'un barbare de pirate. Pourquoi tu m'as encore menti? Comment tu veux que je te protège si tu ne me dis pas la vérité? Pourquoi tu débarques avec ça? J'ai oublié mes devoirs exprès parce que je les avais pas faits. Ah, c'est mignon. Vous vous rendez compte, les petits enfants, comment ils sont pipou? Coucou, gogo. C'est mignon comment quand t'es au bord de la muerte, tout à coup, tu culpabilises de toutes les choses méchantes que t'as fait. C'est joli, ça. J'aime bien. C'est une belle case. Je la trouve très, très belle. Je veux pas mourir, maman. Un colonne. Approche. Pardon, j'ai échoué à t'arrêter. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais éloigne-toi de moi, maman, tu vas tomber. Ce n'est pas grave, je ne te laisserai pas mourir seule. Oh, c'est beau. C'est un putain de beau chapitre, là. Oh, c'est mignon. Oh, elle s'est fait planter. Maman, mamounette, papy, maman, maman. Va bien, les amis, on va s'en sortir. On va tous survivre, n'est-ce pas? Anja, tout à l'heure, tu as été formidable, papa. Ben, ce qui me fait le plus peur au monde, ma mère. C'est vrai. Pardon d'avoir dit que tu
faisait peur. N'aie rien, mon chéri, maman vit pour te protéger. Ils en ont de la chance d'avoir des parents qui les enlacent. Oh, ma bichette, tu peux remplacer tes parents. C'est pas pareil. Johanna, professeur Ange, oh là là, mais oh mon Dieu, c'est horrible ce chapitre. Ah, c'est terrifiant. Oh la vache. Je m'attendais pas du tout à ça, hein. Vraiment. C'est hyper touchant. Ne viens pas à l'école, c'est la honte d'avoir un grand frère otaku. Je ferai tout mon possible pour que ça ne se sache pas. Une punition divine. Yo, Tazo, même pas mal, grand frère. Putain, c'est vachement beau, hein. Je sais pas comment vous expliquer ça, il y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est magnifique, hein. C'est full. En fait, comment dire? Faut pas oublier qu'on est dans l'arc d'Elbaf et que depuis l'arc de Little Garden, les géants sont vraiment décrits comme des barbares, comme des gens vraiment des guerriers sanguinaires, des ogres même. On les décrit vraiment comme des oni, des mangeurs d'enfants. Logiquement, c'est des mangeurs d'enfants. Et j'aime beaucoup comment a fait Oda cette façon de justement complètement renverser comment on dit, ce stéréotype que les gens décrivent sur les géants et que finalement ils sont pleins d'amour et ils n'hésitent pas à sacrifier quoi que ce soit quand il s'agit de leur enfant. Et c'est magnifique, hein, c'est un très très beau chapitre. Bon, qui va les sauver, c'est la question. Bah Loki, je suis con. Loki et Luffy, je pense, non? Regardez-moi ces vies qui dégringolent en enfer comme de vulgaires déchets. Mon cœur bat la chamade, quelle histoire émouvante. S'ils les avaient abandonnés à leur sort, seuls 10 gamins seraient morts. Ces pères et ces mères sont si bêtes qu'ils se sacrifient par amour. Mon ventre n'en peut plus. Toutes ces belles morts inutiles me font tellement rire. Ah ouais, il a pété un câble, Sommer. Oh! 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 Il y a un dino qui arrive. Hein. Coron, où est-ce qu'on est? Aucune idée, mais tout le monde est vivant. Je vous ai réceptionné grâce à mon gum cracker abdominal. Seulement ça pique. Ah mais c'est le bidou de Luffy! J'avais pas capté. Alors dégage vite fait, Luffy. Oh, waouh! Incroyable. Vous tous, dès que j'aurai atteint la surface, vous descendrez immédiatement de mon dos. Je n'ai pas envie d'être gêné en plein combat. Quel dos! Heureusement qu'on passait par là, ils sont vraiment tombés d'un coup. J'ai agi à contre-cœur, mon truc à moi, c'est la destruction. Je ne réponds de la vie de quiconque. Allons-y! De la neige comme ça, subitement, et du tonnerre. La neige? Donc c'est vraiment un dragon de froid. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je rêve où les arbres ont doigt. Ça doit être tremble, je pense. Vous entendez ce rythme? Tout Elbaf se balance. Les rares jours où le tonnerre gronde et la neige tombe, une bête géante recouvrant le ciel fait son apparition. Et avec elle, accompagnée des tambours de la libération. Quoi? Mais quoi? What the fuck? Attendez, j'ai trop hâte. Wow, il est incroyable. Oh, wow. Ta taille m'épatera toujours. Ah, je te confirme, le fit est minuscule à côté de lui. Le dieu du soleil. Wow. Magnifique. Magnifique. Oh, la bête. Oh, pétard. Non, mais attendez, vous imaginez que là, on est chez les géants. Hein. Et les MMA, ils étaient déjà gigantesques, mais ils sont minuscules. Mais il fait combien de mètres? Mais c'est incroyable. Oui, oh, c'est vrai. Le fil est en mode géant. Mais attends, c'est pas possible. Mais il est gigantesque de fou. Mais c'est un truc de malade. Incroyable. Dernière case. Incroyable, magnifique. J'adore son design. En plus, c'est le dragon noir comme ça. Magnifique. C'est incroyable. Il est gigantesque. Waouh. Ben, fouf. Magnifique. J'ai pas les mots. Hyper badass. Magnifique, magnifique. Ouais, il est tellement grand. Mais c'est incroyable. Ouais, je me demande comment Shanks a capturé ce mastodonte, un mastodonte pareil. Là, vraiment, c'est l'énigme de One Piece, une des énigmes de One Piece. Comment Shanks est venu à bout de ça. Vraiment incroyable. Incroyable. Kaido, il paraît tellement bébé. Kaido, il paraît tellement insignifiant à côté de lui. Incroyable. J'adore son design, il l'a super bien fait. Il me fait penser par contre au dragon noir de l'Apocalypse. Je vais vérifier un truc. Alors, bon, je vais tomber sur Acnologia, bien évidemment. Ouais, il me fait beaucoup penser au dragon de l'Apocalypse, pour le coup. Hein. Il a tout du dragon de l'Apocalypse, ce qui expliquerait pourquoi il est vraiment un des destructeurs du monde. Il va apporter la destruction. On a vraiment ce design totalement de l'Apocalypse. Hein. Il fait peur, il fait flipper, il est fou. Donc ça nous ramènerait au dragon de la fresque d'Elbaf. Alors, du coup, je me pose beaucoup de questions avec le dragon. Je sais pas où veut nous emmener Oda. De mémoire,
c'est censé être Nidhogg. Le problème avec Nidhogg, c'est que beaucoup de mythes, même les religions, on a du mal à distinguer le serpent du dragon. C'était le problème que j'avais avec la théorie des cartes. Ma théorie des cartes, au départ, elle vous disait que tout ce qui était du côté de Pluton, ça allait être soit le serpent, soit le dragon. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à choisir entre les deux parce que dans les mythes, etc., ils faisaient pas la distinction entre un serpent et un dragon. On disait ça, serpent-dragon. Et c'était mon problème parce que le dragon était censé être céleste, là où le serpent était souterrain, quoi. Ce qui correspondait à Pluton, et c'est pour ça que finalement, j'avais opté pour le serpent. Finalement, c'est bien un dragon. Donc, avec du recul, je me dis, c'est assez logique parce que ça reste dans la théorie de Loki-Pluton. Parce que si on regarde Shirahoshi, par exemple, Oda lui a donné une sirène, donc un animal, enfin une créature mythologique. Attendez, vous savez quoi, avant de parler, je pense que je vais vous mettre le tableau des cartes. Comme ça, vous comprendrez mieux pourquoi Loki, ça peut s'expliquer qu'il ait bien choisi le dragon finalement, Oda. Alors, attendez, je me repère dans mes 1000 vidéos. One Piece, théorie des cartes, théorie des nerfs, tableau des cartes. Attendez, une seconde. Ok, normalement, si je fais ça, est-ce que vous allez la voir? Peut-être pas. Attendez, je galère un peu. Je sais pas trop comment on fait. Enregistrer l'image. Alors, est-ce que je peux vous y mettre là? Ouais, c'est bon. Voilà, normalement, c'est le tableau des cartes. Est-ce que vous voyez le tableau des cartes? Oui, normalement, j'ai le retour. Ouais, ok, parfait. Ici, on a des créatures légendaires pour chaque chose. Donc du coup, pour Poséidon, on avait la sirène. C'est une créature mythologique. C'est logique, elle vit dans les océans. Son dieu, c'est le dieu des océans. Et elle contrôle des rois des mers qui sont des poissons. Jusque-là, ok. Donc ça veut dire que les armes antiques autres, ça doit être dans le même style. Et du coup, je m'étais dit, ah bah oui, la créature légendaire, c'est un Oni, c'est un démon. Donc ça va avec les géants antiques, puisque c'est des Oni-démons, ils sont décrits de cette façon. Et donc sa créature, qui serait donc le roi, il me faut un animal. Et je me suis dit, quel animal représente les géants? Techniquement, c'est censé être les dinosaures, comme je vous l'avais expliqué. Par exemple, les tontata, c'est des insectes. Les hommes poissons, c'est des poissons. Les minks, c'est des mammifères, etc., etc. Donc les géants, s'ils avaient un animal qui devait les représenter, ce serait le dinosaure. Et quel animal mythologique est un dinosaure? Bah, c'est justement le dragon. C'est vraiment l'animal mythologique draconique, dans toute sa splendeur. Donc c'est logique finalement que Loki soit le dragon. Mais là, le fait qu'il soit un dragon noir, ça me fait vraiment penser à l'Apocalypse. C'est le dragon de l'Apocalypse par excellence. Et c'est pas pour rien qu'Oda le met en tant que destructeur du monde. Parce que c'est exactement le rôle aura Loki dans le futur. Il va détruire le monde. Il va faire partie des armes antiques, et c'est pour ça que je dis qu'il est une arme antique, qui va permettre de tout détruire pour tout reconstruire. Il manque une colonne dans le jeu de cartes, Nina. En effet, elle est cachée. J'ai pris le screen, mais je l'ai pas mise. C'est volontaire, parce que j'ai pas encore publié la totalité de la vidéo. Mais pour l'instant, en tout cas, on est bien. Pour l'instant, on est très bien. Là, il manque vraiment la confirmation de Roi Machin. Mais ce qui est bien aussi, c'est que là où on hésitait pour Uranus entre le dragon et l'oiseau roc, si le dragon, du coup, passe en as de pique, du coup, on sait que du coup, le Uranus sera lié à un oiseau. Si on suit, bien sûr, la théorie des cartes et que ça se confirme, ça veut dire que l'animal qu'on doit attendre pour Uranus sera un oiseau et le dragon est du coup sur le pic. Mais comme je l'ai dit, dans les mythes, il y a le serpent-dragon est indissociable l'un de l'autre. Donc je pense que la fresque d'Elbaf qu'on a vue, il n'y avait pas qu'un dragon au sommet de l'arbre. Il y avait aussi un serpent. Donc je reste convaincue que le serpent est lié à Pluton, c'est obligatoire. Et je pense que le serpent est peut-être même la forme, littéralement, du navire ou quelque chose comme ça. Mais je pense vraiment que le serpent, il a un rôle à jouer, mais je sais pas encore lequel. À part le fait que ça peut être le navire qui a cette forme. Si, le serpent rouge sang pour Uranus, ouais, peut-être, mais le problème, c'est que dans ce tableau, comme tu le vois, tout a une logique. Il faut vraiment que les animaux correspondent en fait à la thématique de l'arme antique. Uranus, comme tu le vois ici, si tu descends, c'est écrit élément air, et c'est le dieu de la pluie. Donc, c'est céleste, sa thématique est céleste. Or, le serpent, ça ne vit que sur terre, ça ne vit que dans la terre, ça rampe dans la terre. Donc ça
ça veut bien dire que sa thématique, en fait, elle est plus souterraine, qui est plus Pluton. Tandis que Uranus, c'est une arme céleste. Donc, il faut trouver un animal qui vit dans les cieux, qui incarne les cieux. Et c'est pour ça que j'hésitais entre le dragon et entre l'oiseau. Parce que c'est 2 animaux célestes. Donc, c'est pour ça que si le dragon s'associe aujourd'hui à Pluton avec Loki, si Loki est bien Pluton, bien sûr. Ça veut dire qu'il nous reste que l'oiseau et on peut totalement partir sur l'oiseau roc ou l'oiseau tonnerre dans Uranus. D'autant que si Oda s'inspire des Mystérieuses Cités d'Or, ça voudrait. Il y a le grand condor dans les Mystérieuses Cités d'Or qui est un immense oiseau d'or. Et si on se rappelle de la fresque d'Elbaf, on avait une arme céleste qui ressemblait à l'Arche Maxime. Et ça pourrait être une Uranus. Donc ça veut dire que logiquement, on aurait un bateau céleste, là où Pluton est un navire des enfers. Uranus serait un navire céleste, et par conséquent serait associé à un oiseau, là où ça c'est associé plutôt au dragon serpent. Je pense que ça peut être ça. En tout cas, le tableau des cartes me donne cette impression. Et oui, c'est super les Mystérieuses Cités d'Or, je te recommande Joker. Oui, mais si on imagine que Mother Flame a alimenté Uranus, on peut faire le lien avec Redline et le serpent. Oui, totalement. Mais je pense que celui à même de briser Redline, c'est Luffy en réalité. Je pense pas que les armes antiques suffiront, à moins qu'elles s'allient toutes, parce que c'est les armes antiques qui permettront de détruire le monde. Mais je pense que le but, c'est que c'est le One Piece lui-même qui puisse détruire Redline. Mais pas seulement les armes antiques, ou pas seulement une arme antique comme Uranus. Je pense qu'il faut plus. Et la preuve, je pense même que durant l'Ancien Royaume, Redline devait être beaucoup plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, elle était déjà plus haute, parce qu'elle avait 200 mètres d'eau qu'il y avait en moins. Donc elle était beaucoup plus haute à l'échelle humaine, mais je pense qu'elle était peut-être même beaucoup plus large. Et il est même possible que l'Ancien Royaume, le continent de l'Ancien Royaume, était Redline et était beaucoup plus gigantesque. Et que du coup, quand Im a frappé avec Uranus ou je ne sais quelle arme antique, logiquement Uranus, elle aurait détruit en fait une partie de Redline, mais il serait resté peut-être que ce gros morceau. Voilà. Mais je pense vraiment que il y a des chances que Uranus, si on suit le tableau, Uranus c'est l'oiseau. Et le dragon, du coup, il passe sur le pic. Et prier pour que Loki, du coup, il soit Pluton. Si Loki est Pluton, le tableau des cartes, il se confirme un peu plus. Voilà. En tout cas, magnifique. Vraiment incroyable Loki avec le petit Luffy. J'ai beaucoup aimé ce chapitre. D'autant que, souvenez-vous, je vous avais dit, quand les mères, elles étaient intervenues, à quel point Elbaf était liée à la mère, pas MER, mais bien la mère, la maman, MERE. Et on en a la preuve encore dans ce chapitre à quel point il y a l'importance de la parentalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que chaque arc a sa thématique, mais on s'en rend d'autant plus compte avec l'arc d'Elbaf. On commence avec Loki et son père, qui a soi-disant commis un meurtre, un parricide. Ça, c'est la première chose. Ensuite, là, on en vient avec les gamins, où il y a les mères qui protègent leurs enfants. Et surtout, la partie que moi, j'ai préférée, c'est celle avec Ange et son frère, là, son truc. Ça a fait comme un peu le flashback de belle-mère. Sous prétexte qu'elle n'était pas sa vraie mère, elle la considérait pas comme quelqu'un d'important ou autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans One Piece. Le fait que Oda mette l'accent sur ce genre de lien. C'est pas que les liens du sang qui font qui vous êtes ou l'amour qui se porte. Et j'ai adoré qu'ils mettent en avant les mères, en avant les pères, en avant le frère, et même une personne qu'elle considère pas comme sa mère, mais qui pourtant la protège tout comme, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Oda, il sait très, 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 très bien faire. C'est vraiment la partie que j'ai adorée. Mais surtout, si je parle autant des mères, c'est pas pour rien, c'est parce que je vous rappelle qu'il y a la Mother Flame, la flamme mère. Et c'est probablement pas pour rien qu'Oda met autant l'accent dessus. Et même quand on voit Gunko avec son histoire qu'on va apprendre plus tard, elle aussi, elle aurait commis un parricide. Donc il y a vraiment cette histoire familiale qui tente de mettre en avant. Et en fait, c'est du Oda. C'est vraiment du Oda, il n'y a rien à dire. Je reconnais sa plume parce qu'on a été habitué à ça aussi avec Wano, où on a Oden qui finalement n'est pas le père de Kinemon, n'est pas le père de Kaku, etc., mais qui a adopté ses enfants comme les siens. Ils l'ont aimé comme un père, comme un
ils lui ont donné tout ce respect et finalement, il a pas hésité à se sacrifier pour eux et donner sa vie alors que de base, c'était des parfaits étrangers. Donc c'est encore une fois une leçon de vie que Oda il donne ici, hein. C'est vraiment magnifique et c'est vraiment trop, trop beau. La scène avec Ange, c'est trop touchant et le pire, c'est que je me demande s'il y a pas un traître parmi eux tous, parce qu'il y a toujours un traître dans chaque arc et là, pour le coup, ils sont tous touchants, donc je vois même pas qui pourrait être le traître d'Elbaf. S'il y en a si, il y en a un. Donc voilà, très, très, très belle scène. Par contre, je remarque que, Louis Somers, j'ai vraiment hâte de connaître son histoire. Parce que, vu le plaisir malsain qu'il tire à trouver du plaisir dans tout ce qu'il y a de glauque chez la famille quand, ils s'entretuent, ils se sacrifient. Ça, on l'avait déjà vu dans les précédents chapitres où Somers, il prenait du plaisir pour ça. Je me demande qu'est-ce qui lui est arrivé? Quel est son destin tragique pour qu'il en arrive à faire ça? Soit lui-même l'a vécu, soit il a vécu ça par rapport à son père, sa famille qui l'ont rejeté ou qui prenaient du plaisir à le voir souffrir, ils l'ont torturé, etc. Il y a 1000 scénarios à imaginer, mais je pense que quand on va apprendre le flashback des Chevaliers Divins, ça va être chiant parce que Oda, il sait trop faire ça. Il vous fait détester des personnages et quand vous apprenez leur flashback, vous dites bon, ça me fout toujours les boules pour ce qu'il a fait, c'est une évidence, mais c'est toujours la souffrance qui amène à la souffrance, quoi. C'est la vengeance de moi j'ai subi, alors je ferai subir aux autres. Et c'est ça qui est assez triste avec ce genre de scène. Donc ouais, très très beau chapitre, vraiment magnifique. Et je m'interroge toujours sur ce serpent, hein, et ça n'a pas changé. Mais magnifique, très très beau chapitre. Voilà. Il n'y a pas plus à en dire, je pense que là, faut juste regarder. Si, il y a quelque chose à en dire, pardon. Il y a ça. Faut qu'on se renseigne pourquoi les robots avaient une telle importance. Parce que ça veut bien dire que si l'ancien royaume était un royaume à la technologie plus avancée encore que celle qu'on connaît aujourd'hui avec Vegapunk, ça veut dire que s'il y a eu des robots sur Elbaf, Elbaf était affilié à l'ancien royaume. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est très important. Parce que si Emmet, peut-être que la scène qu'on a vue avec Emmet finalement, eh ben, c'est une scène qui se passait peut-être à Elbaf. D'ailleurs, je crois que Gogit avait cette théorie. Je crois que tu disais que ça se passait à Elbaf, mais je suis pas sûre. Non, je crois que c'était sur un poneglyphe, tu m'avais dit, je sais plus. Mais en tout cas, pourquoi je vous dis... tu sais, tu disais que Joy Boy et Emmett, ils se trouvaient peut-être à Elbaf, non? T'avais reconnu, je sais plus quoi. Ouais. Coucou Sissou. Et coucou à tous ceux qui arrivent au passage, hein. Ouais, tu vois, je dis ça, ça a son importance, vous allez comprendre. Le principe des robots, aujourd'hui qu'on connaît avec Vegapunk, il est simple. Il a tenté de créer des pacifistas à travers Kuma, qui est un boucanier. Oui, aujourd'hui, il a créé des séraphins qui ont carrément l'ADN d'humains. Ils sont littéralement, plus que des clones, ils sont des duplicata, quoi. C'est la même chose, Ninette, clonée. Mais tout ça pour dire, il a essayé de leur faire... il a essayé de reproduire ce qui existait. Ça, c'est l'époque d'aujourd'hui. Et les clones du Garma, exactement. Mais souvenez-vous que si on remonte bien plus loin, même peut-être plus loin que le siècle oublié, on arrive à Bilka. Bilka lunaire, pas Bilka des nerfs. Sur la Lune, on a vu qu'il existait des robots appelés les Spacey. Ils avaient des émotions. Ils pouvaient pleurer, ils pouvaient manger, bref. C'était pas des simples robots. C'était pas des simples automates. C'était vraiment des semi-humains, des cyborgs, mais des quand même humanisés, des humanoïdes. Donc ça veut bien dire qu'à l'époque du siècle oublié, entre Vegapunk et entre les Bilka, les Spacey de Bilka, on a le siècle oublié au centre. Et ça veut bien dire que eux aussi avaient des robots. Mais le principe des robots, c'est pas juste créer des machines. On en a la preuve avec Vegapunk. C'est pas un souci de créer des robots. Le souci, c'est soit de les humaniser, soit de les rendre plus forts. Et on sait que les géants sont les êtres les plus forts parmi toutes les races. Donc peut-être qu'à l'époque du siècle oublié, en réalité, ce qu'on voit d'Emmet, c'est peut-être ce qu'on voit aujourd'hui des séraphins. C'est-à-dire une part robotique, mais peut-être une part humanoïde via l'ADN par exemple, qui aurait été donnée par les géants. Et c'est peut-être grâce à Elbaf de l'ancien temps que l'ancien royaume se soit affilié avec Elbaf pour créer cela. Et c'est pour ça qu'on voit ce robot géant antique là qu'on avait vu avec Frankie, je crois, je sais plus qui était, ou peut-être la Lilith, je sais plus exactement la scène. Mais en tout cas, ça voudrait dire que le siècle oublié a créé Emmet, mais aussi le robot géant, et que c'est grâce au sang
des géants d'Elbaf qu'on aurait créé ces machines. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, c'est une merde, Sommer. Oui, oui, on le sait. Et justement, moi, j'ai aussi hâte quand même de connaître son passif. J'ai vraiment très, très hâte de connaître le passif des Chevaliers Divins parce que, comme on l'a vu avec Gunko, elle aussi, elle a torturé les gamins. Mais en réalité, elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait réellement. Elle est manipulée. Donc c'est probable que Sommer, ce soit la même chose. Et peut-être que finalement, les réactions sadiques qu'a Sommer, c'est pas impossible que finalement ce soit Imu qui les ressente ou quelque chose comme ça, hein. C'est son pouvoir maléfique qui lui bouffe le cœur, entre guillemets, et qui du coup fait qu'il a cette réact-là. Ou peut-être son passif aussi qui peut justifier ça. Entre guillemets, justifier, bien évidemment. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas plus à en dire, hein. J'ai adoré ce chapitre, vraiment, je l'ai trouvé extrêmement touchant, bouleversant. Je vais même pas cacher que j'avais une petite larme qui allait couler, tellement j'ai trouvé ça très très beau. C'est magnifique et j'aime beaucoup aussi le fait que on a ce paradoxe avec les géants qu'on décrit finalement comme des guerriers sanguinaires et qui arrivent à faire cette scène d'amour, véritablement d'amour, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est très très beau. Et c'est là où on voit les géants qui ont le sens du sacrifice quand il s'agit des enfants, parce que c'est précisément la scène qu'on a eue avec Soro, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour Nico Robin. Et c'est vraiment ça que ça déclenche quand tu vois ce genre de flashback. Enfin, que tu vois ce genre de scène, ça éveille le flashback avec Soro et Robin. Donc voilà, tu parles des maîtres et un autre robot, si j'ai bien compris. Oui, en fait, il y avait un robot géant qui avait été recouvert de mousse. Et je sais plus c'est quel chapitre. Gogo, je sais pas si tu l'as, le chapitre où il y a le robot antique. Pouah, il est magnifique. 1143. Vraiment une encyclopédie, ce mec. C'est abusé. Merci, Gogo. Alors, il est où? Vous entendez peut-être ma souris, désolée. J'essaie de faire ça, voilà. Je l'ai passé, je l'ai loupé. J'allais trop vite. Non, voilà, Gogo. J'ai surestimé. Peut-être le chapitre d'après? Non, au début, il n'y a pas. Il n'y a rien. 1144. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est exactement lui. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des géants bien plus géants robotiques que Emmet de ce qu'on a vu, hein, parce qu'on le voit. Hein. Je sais pas si on se rend compte de la taille du truc, du mastodonte de l'époque. Donc ça c'est incroyable, vraiment incroyable. Et totalement, ouais, il fait penser exactement à Agartha. C'est totalement lui. Ça me rappelle totalement ça. Et ce qui est intéressant aussi, et d'ailleurs je voulais le dire parce que ce matin j'ai eu un pop dans ma tête quand je prenais mon petit-déj. Et je me suis dit: «Attends, mais il y a un souterrain encore à visiter dans Elbaf». De la même façon que quand on est parti à Alabasta, on a visité le tombeau, à Chandora, on a visité aussi, on a pris des escaliers, on est descendu pour découvrir, la cité d'or de Chandora. Pareil, quand on va à Wano, on découvre qu'il y avait un palais souterrain pour, le poneglyphe et l'arme antique Pluton qui est encore plus bas. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien parce que du coup, je me suis dit: «Ah, je vais tester un truc». Et si j'essayais de voir à quelle hauteur la mer elle est montée et jusqu'où ça va en fait, à quelle hauteur on est aujourd'hui et où c'était avant. Donc du coup j'ai mis tout en bas 10 000 mètres de profondeur pour les hommes poissons et tout en haut Marie-Joise et au milieu en fait l'eau, hop, c'était là où il y a les pays. On sait que l'eau a monté d'1 mètre aujourd'hui après l'attaque de Motherflame. Tandis que dans le siècle oublié, l'eau est montée de 200 mètres. Vous imaginez 200 mètres? Je crois que la tour Eiffel, elle fait 200, je sais plus combien, 250 ou un truc dans le genre, je sais plus. Mais c'est vous dire qu'il y a un tout petit bout de la tour Eiffel à 100 mètres, je sais plus, 300 mètres peut-être. Ça fait combien la tour Eiffel? Attendez. Tour Eiffel, taille 330 mètres, autant pour moi. 100 mètres de différence, j'avais dit. 330. Elle fait 330 mètres. Faut se rendre compte que du coup, il resterait 100 mètres à la tour Eiffel en hauteur, 130 mètres de hauteur. Tout le reste, hop, c'est sous l'eau. Alors je me suis dit, bah, logiquement, ça voudrait dire que toute la partie qu'on voit de Wano Kuni, où il y a le poneglyphe, où se rend Nico Robin, toute la partie où il y a le tombeau des Nefertari, à Alabasta, plus la cité de Chandora, imaginez juste qu'en fait, durant le siècle oublié, tout ça n'était pas sous la mer. Tout était à hauteur. Tous, sans exception. Et là, je me suis dit, mais ça veut aussi dire que, à Elbaf, le monde souterrain qu'on voit aujourd'hui, en réalité, il est bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Il est sous l'eau, mais encore, faut descendre encore plus bas. Ça veut bien dire que à Elbaf, il y a quelque chose qui se cache encore en dessous. Mais il est possible que ce soit aussi en haut, parce qu'on n'a toujours pas visité le monde d'en haut, là, le monde céleste, le 3e niveau de l'arbre d'Yggdrasil, là, de l'arbre d'Adam. Mais il est possible aussi qu'on ait en fait quelque chose sous les eaux
Et le sous les eaux de Elbaf, c'est la partie du siècle oublié qui a été ensevelie. Et il est même possible, je me suis demandé, parce que si les mers se sont toutes séparées à une époque, à cause du cataclysme de l'Arme antique avec Imu, etc., ça veut bien dire que Elbaf s'est détaché de quelque part. Et ça veut dire aussi que la taille d'Elbaf qu'on voit aujourd'hui, c'était pas la taille d'Elbaf d'il y a 800 ans. Ce qui veut dire que ce robot qu'on voit ici, il est possible qu'en réalité, il en existe ailleurs aussi. Et que c'était une partie rattachée à Elbaf. Et ça devient vraiment intéressant. Sous l'océan. Oui, c'est ça. Exactement, Esteban. Plus bas que la zone enfer enneigée où Loki était attaché. Exactement. Logiquement, si la mer est montée de 200 mètres, ça veut dire que si tu descends en dessous de 200 mètres encore par rapport à la zone des enfers où était Loki, ça veut dire qu'il y a une partie cachée ici du siècle oublié. L'ancien Elbaf de l'époque du siècle oublié. Et ça, c'est incroyable. Et peut-être même qu'on pourrait trouver une énergie ou quelque chose, parce que ce robot, forcément, je pense pas qu'il va pas... Il y a forcément une utilité à lui. Il y a quelque chose qui se cache. Quand on était sur Zoo, par exemple, l'immense baleine qu'on voyait, l'arbre à baleine, sur le dos de Zunesha, il cachait un poneglyphe. Donc forcément, ça aura une utilité. Je vous rappelle qu'en plus, on a Lilith, alias Vegapunk, la personne la plus intelligente de la galaxie. Et en plus de ça, on a le pseudo-corps de Vegapunk qui est dans une cuve où je sais plus ce que c'était exactement. Donc là, vraiment, on a un Vegapunk qui a pu étudier Emmet et qui pourrait étudier ce robot géant et se rendre compte qu'en réalité, il peut le réanimer grâce à Nika. Parce que Emmet s'est éveillé grâce à l'énergie de Nika. Donc là, Nika, la fille, il pourrait peut-être réveiller ce robot antique, quoi. Voilà. Mais en tout cas, très très bon chapitre. La hyper badass Loki, j'ai adoré. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour le coup qui passe à l'attaque. J'ai hâte de le voir attaquer. Parce que là, pour moi, s'il balance un laser, il détruit tout le monde du soleil d'Elbaf. Là, je vois même pas. Enfin, regardez ça. C'est fou. C'est incroyable. Ouais, il a l'air mal en point, mais Emmet, de base, il était dans le même état, hein. Si on se souvient d'Emmet au début, il était recouvert de mousse et d'arbres et tout, hein, quand on l'a vu pour la première fois. Et pourtant, tranquillou. Je sais plus où on le voit pour la première fois, Emmet. Il était comme ça, hein. Il avait un truc dans le corps et tout, hein. Donc voilou. Eh ben écoutez, c'était un très bon chapitre. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup, Kichi. Merci. Tu penses la lance là? Ici, celle-là? Ouais, je sais pas, peut-être. Elle se bat plutôt avec des pistolets. Ah, il en a pas dans l'anime. Ouais, mais là, pour le coup, je me fie pas à l'anime parce que bon, j'ai envie de dire, un peu compliqué. Mais la lance, ça ferait bien parce que je crois pas qu'Emu, vu qu'elle utilise des pistolets, je pense vraiment elle est dans ce type d'arme. Et d'ailleurs, je viens de capter un truc. Elle utilise les armes à feu. Et dans ma théorie Black Nika, où je vous dis que justement, Imu, c'est le parèdre de Nika, et ben Luffy utilise justement au départ que des noms d'attaque avec des armes. Jet pistol, etc. Donc c'est marrant, très marrant. Voilà, très très intéressant. Et ben voilà, on a fini déjà le chapitre 1174. Alors je veux votre avis. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez apprécié ce chapitre? J'ai trouvé personnellement beaucoup mieux que les autres chapitres. Après, je reste toujours sur l'idée que toute cette partie, elle a été très 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 longue. Là, on commence par les enfants vraiment où c'est intéressant ici, vraiment ici, parce que là, c'est de la répétite. Ils vont tomber, faites attention, ils vont tomber. Ah, c'est bon, ils vont tomber. Il faut les arrêter. Donc, c'était une cata. Je sens cette image, Nina, la traduction, c'est une connerie. Mais tu me parles de lequel? Ça là? Ah, d'accord, ok. Un bon 7 sur 10 pour celui-là. Ouais, je suis d'accord. Ça mérite un bon 7 sur 10 parce que j'aurais même mis, perso, j'aurais mis quand même 8 parce que là, vraiment, la scène finale avec Loki, elle envoie du pâté quand même. Vraiment, c'est badass. C'est quand même bien badass. Donc, je lui mets un bon 8 sur 10 quand même. Et ben voilà. J'ai mis, attendez, 50 minutes moins 10, à peu près 10 minutes, le temps de débrief, de commencer le live tranquillou. Donc, je pense que j'ai mis à peu près 40-45 minutes. Allez, je suis contente. Oh, regardez le titre de chapitre. Nidhogg. Ah bah, of course, Nidhogg. Et ben voilà, on y est, ça y est. Le fruit de Nidhogg, c'est confirmé. Et ben écoutez, si vous voulez, on peut faire une petite pause. Le temps que je marche, c'est à faire 1 heure. J'essaye de faire des pauses toutes les 1 heure pour mes jambes. On fait une petite pause et on attaque ce chapitre de malade. J'ai vraiment hâte de lire. Vraiment là, s'il y a un chapitre qui me hype, c'est celui-là. Nidhogg.
Trop, trop hâte. Je passe, le micro à mes compères et ils vous feront un jeu de devinettes, en attendant et moi je vais un peu marcher. Quoi? Tu dégueulasse, vous êtes attendez, j'ai pas mis votre micro et de 2 vous êtes Ah, dégueulasse parce que je vous ai prévenu en avance. ben on n'a rien dit. Si? Oui, oui. Non, Si, je quoi? t'ai entendu râler. Tu dis ah encore? Comment ça encore? Mais je Bah, fais mon live toute seule, tu veux quoi? Que je déménage? Que je vienne plus, c'est ça? Ah pousser non, Michel. Allez, Agnès, elle va prendre son petit sac, ses petites chaussures, elle s'en va. et je vais Allez. marcher. Allez, Bon Allez, voyage. je des vous bisous à laisse avec les toutes. 2 zigotos. Des bisous à toutes. Les Ouais. bisous à tutti. Les deux zigotos, bien sûr, parce qu'on a 75 ans là. Ouais. Et les deux bonsoir. loustiques là. Les Et deux bonsoir tout le loustiques, les monde. deux loulous là. Vous Encore allez une bien? fois, évidemment, nous allons pas faire de jeu de devinettes. Nous allons une deuxième fois trahir Ninette. Ouais, on va parler On va juste entre nous. parler. Elle a pas vu hier dans la rediff ça. Non, je pense pas qu'elle Elle ait verra la non, elle a pas prochaine, regardé la les rediff, elle a deux. pas eu. Elle a pas eu de temps. Quand elle va aller regarder, elle va dire mais vous avez pas fait ça, vous êtes vraiment des bâtards. Ah les bâtards. Alors, ça dit quoi de votre côté, les refs? Ça, vous passez une bonne petite soirée, un bon petit moment? Et encore, franchement, la Ninette, elle gère. Moi, je trouve que, en fait, Vraiment. elle est, en fait, elle prend pas tant de temps que ça pour lire et débrief. Hein. Bah non, Moi, je trouve elle a ça même va. pris moins Hein. de temps qu'hier. Ouais, et en plus, hier, pourtant, il y avait quand même des trucs à dire. Donc, non, je trouve que franchement, elle se démerde bien. Ouais. Peut-être, elle a déjà ras le cul, du coup, elle veut vite arrêter, là. Elle veut vite J'imagine. machiner. Très cool ce chapitre en tout cas. Disait à Godji. Ouais, La c'est partie top. sur les gosses et tout aussi, j'ai trop aimé. De toute façon, en vrai, les chapitres, ils sont géniaux. C'est juste le dernier qui prêche, hein, vraiment. Ouais. Sinon, tous les chapitres sont bien, là, moi, je trouve. Hein. Bah ouais, d'accord. Ils sont vraiment bien. Ouais, bah ça fait plaisir de la retrouver sur One Piece. Puis en plus, c'est un format où je trouve, elle s'en sort super bien. Parce qu'il faut savoir que Nina, elle est vraiment. Genre, elle a vraiment peur de faire des lives limite seule. Elle se sent pas à l'aise et tout. Elle a peur, en fait, de le faire. Elle a peur de. Pour quelqu'un qui a peur, elle se démerde super bien, quoi. C'est ça le truc. Ah ouais, hein. Alors qu'elle est capable de réaliser de grandes choses. De grandes choses, d'accomplir. Ah, c'est d'accomplir, merde. Ouais, elle le fait super bien, elle est hyper fluide et tout dans ses trucs, dans ses explications, elle se perd pas, elle bégaye pas. Moi, je trouve qu'elle a trop de talent. Hein. Bah vraiment. Ouais, on n'est pas loin. Faut le faire quand même seul, tu vois. On est quand même pas en vocal non plus, donc. Ah oui, oui. Ouais, le Elle est dernier. dans une pièce à part. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Hein. Ouais, elle gère son temps dessous de fou, ça y est, adieu Caramel. Après, le Caramel, il est vraiment adapté au moment où elle commence à faire ses longs monologues. Et peut-être, du coup, elle les fait pas quand elle est sur sa chaîne et tout, parce qu'elle se dit, oh non, après, on va perdre trop de temps, j'ai pas le temps. Elle les fait sur la mienne parce que du coup, comment dire, elle cumule sa golden. Elle attend là, quand elle sait que je parle, elle la charge, voilà. Ouais, cumule, c'est pas ouf, mais ça marche aussi, mais ouais. Ah, moi je trouve aussi, ouais. Oh, ouais. Oh, je sais pas quelle langue j'ai parlé, mais j'ai parlé. Fou. Ouf. Là, je trouve qu'elle déroule bien et j'imagine qu'il y a moins la pression de tout préparer en amont. Là, elle profite de sa lecture. Ouais, bah, en fait, c'est bien parce que moi, je trouve que là, tous ces chapitres, ça aurait été dommage qu'elle les regarde pas avec vous et qu'elle les lise de son côté. Et c'est pour ça que vraiment, ça fait plusieurs semaines qu'elle devait le faire déjà. Et parce que du coup, c'est bien, ça permet de ne pas le faire de son côté, ça permet après de le transformer pour les mettre sur une chaîne secondaire. La chaîne secondaire, moi, je trouve que c'est vraiment génial parce que si un jour elle a envie de parler de One Piece, elle a envie de review le chapitre sans avoir à se taper tout le taf que demande une review, parce que vous le savez très bien, mais la review, ça demande vraiment beaucoup de taf, beaucoup d'énergie. Hein. On s'en rend vraiment pas compte, mais c'est vraiment du mardi au mardi pour Nina, c'est quasiment non-stop. Hein. Donc là, au moins, c'est bien que si jamais elle veut faire une review d'un chapitre, mais elle n'a pas envie de faire une vraie review, ben hop, elle lance un petit live et puis voilà, quoi, ça permet d'avoir quand même les informations principales et puis ça fait un peu aussi effet le truc audio là. Un peu à la Spotify, Podcast. là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, podcast, voilà, exact. C'est vrai. Ah ouais, sans parler du montage. Ah, non, on parle pas de montage, c'est bon. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. Mais ouais, voilà. Oui, Stéphane. Voilà, et là, du coup, la semaine prochaine... Alors, cette semaine, il n'y a pas de chapitre. La semaine prochaine, il y en a un. Je sais pas, du coup, si après le prochain chapitre, il y aura à nouveau une pause. Parce que normalement, c'est 3 chapitres, une pause. 3 chapitres, une pause. Et là, il y a eu 2 chapitres, une pause. Donc, ça se trouve, la semaine prochaine, il y a un chapitre. Et la semaine d'après, il y a encore une pause. Ou alors, on repart... On reset. Ou alors, on reset, ouais, on repart à 3 chapitres. Ou alors, maintenant, le nouveau, c'est 2 chapitres, une pause. Bon, si c'est ça, vraiment, on n'a pas fini, les gars. Hein, je vous le dis. Hein. Non, mais après, je pense que ça reste à titre exceptionnel quand même. C'est déjà arrivé qu'ils fassent ça. Ouais, après, c'est peut-être un rapport avec le live action de One Piece, ouais. Ah oui, mais c'est pas sorti. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est maintenant. Bah, ça sort demain. Et ouais, c'est demain le live action One Piece. Ah putain, je pensais que c'était aujourd'hui ou hier. Non. Ok. Ouais, après, lui laisser le temps de la binge-watcher, je pense qu'il a déjà vu la saison 2. Ouais, c'est demain. Ouais. C'est arrivé vite. Et d'ailleurs, j'ai capté aussi, pour une notif là, que j'ai vue sur Twitter, que le prochain film Mario, c'est dans un mois, du coup, moins d'un mois. Le Mais 1er oui, c'est avril. début avril. Ouais. C'est ouf, dans ma tête, c'était si loin j'ai et trop tout, ça hâte. passe trop vite. Ouais, le premier était vraiment trop bien. Ça sera Oui, ma je sais pas sortie cinéma comment- annuelle. on va regarder.
Littéralement. Ouais, littéralement, ouais. Tu as dit Nous, quoi? Pardon? on avait regardé dans la même soirée, Ah oui, je sais ce que tu vas dire. Détective Pikachu Ouais, et Super Mario. Enfin, le ouais, film de Mario, du moins. détective, ouais. Et franchement, Détective Pikachu aussi, on avait été super agréablement surpris parce qu'on pensait pas qu'il allait être aussi Grave, bien. il était bien, ouais. C'était vraiment génial. Là, c'était vraiment la crème de l'animation, hein. Entre les deux, là, quel banger. Ah ouais. Je sais pas pourquoi dès qu'on parle de films d'animation, je suis obligé de citer, Le Chapeauté 2, hein, à chaque fois, hein. Oh bah, c'était magnifique, hein. Pour le coup, tu vois, autant on peut regarder des films et être déçu, mais alors les films d'animation, je trouve que chaque fois qu'il y en a un qui sort, ils sont toujours waouh. C'est vrai, hein. Ah ouais. Coucou. Et coucou. Mm. Ah ouais, ils sont quali de fou, hein. Alors, vous avez Et fait pareil, quoi nous, on ce week-end? s'attendait à rien. Et on a fait deviner Edma. des Pokémon et du coup, on a eu deviné Pikachu. Et là, on parle de détective Pikachu. Mais c'était sur One Piece, On moi on j'avais dit. Ah, bon, c'est pas grave. Ah. Ouais. Non, mais on parlait de oui, de Détective Pikachu, c'est le film qu'on avait Ah, vu. il est trop bien. J'ai adoré. Parce que là, on disait qu'il y a, dans moins d'un mois, là, du coup, début avril, il va y avoir le nouveau film de Mario qui sort. Ah oui. Voilà. Ah, Et que j'ai demain, il y a le live hypée. action de One Piece. Ah, c'est demain. Oh, vous voulez Ouais. qu'on réacte? Ah bah non, c'est Netflix, on va se faire. Ah ouais, Attendez, on la se fera- dernière fois, la dernière fois j'ai voulu réact un téléfilm, je me suis fait strike mon Twitch. Faut fait éviter. Lulusia. on pourrait, mais je pense qu'on se fait fumer, quoi. Ouais. Je sais pas, comme d'hab, hein. Il y en a qui pourront le faire, d'autres qui pourront pas. Bah après, on Bah. peut le réact, mais je peux pas mettre la vidéo en machin. C'est-à-dire, On peut le react, mais sur Discord. voilà, on peut le Ouais. réact. Non, mais je veux dire, je fais l'audio, ils entendront, mais ils devront regarder de leur côté, tu vois. Ouais. Ouais, ça. Avec les yeux fermés. C'est ça, exactement. Donc, au pire, tous ceux qui n'ont pas rejoint le Discord, rejoignez Discord, vous regarderez sur dessus et je réacterai sur le live. On fera comme ça, au pire. Ah, la Non, galère. par contre, ce qu'on peut faire, c'est que on regarde le premier épisode ensemble sur Discord et ensuite, je lance un live pour donner notre avis global, ouais, débriefer sur le premier épisode. Ça, on peut le faire par contre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de truc, quoi. Si t'es certifié Ouais, Twitch, faisable, tu hein. risques pas le strike, je pense. Oh, Ouais, non. tu sais, j'ai Bon, quand t'es même pas regardé invincible, hein. un téléfilm. Genre, ce qu'on appelle nous les télégaze. Le truc le plus, vraiment, le plus nul qui existe sur Terre, c'est les téléfilms. Et je ne peux pas prendre de risques. Là, Twitch m'a dit, si tu recommences, Ninette, tu dégages. J'ai dit, d'accord, d'accord. D'accord, je me Donc, tiens on à va, carreau, c'est bon, voilà, j'ai je compris, me tiens à pardon. carreau. On va éviter, hein. Mais au pire, on peut faire ça. Demain, si vous voulez, on s'organise, vous rejoignez Discord. Si tu peux mettre le lien, Kitty, pour ceux et celles qui n'auraient pas rejoint Discord. Vous rejoignez Discord, Oui, on se regarde ça. Et ensuite, je je lance fais un ça. live pour débrief, notre avis, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Par contre, faut savoir que je suis sans filtre sur ça. Je vous donne ma critique réelle. Je brosse pas dans le sens du poil. La seule différence, c'est que je serai respectueuse dans le sens où il y a des gens qui ont taffé et que je respecte le taf, donc c'est normal que je puisse pas dire des choses crues ou mauvaises cash comme je le pense dans ma tête. Mais je serai sincère dans ma critique parce que c'est comme ça que je suis. Il y aura forcément Évidemment, des Askelios. bien évidemment Askelios, il y aura la critique perruque si elle n'a pas été améliorée, et il y aura probablement la critique des cabres. Je prie le Seigneur pour Ah, que les ça. cabres Ah oui. se voient moins quand il y Ça, a je les scènes de pense que. combat, vraiment. Ah, Mais ouais. là, les deux trucs, s'il y a critique, c'est à juste titre, hein. Voilà, ça juste dit. Moi, les perruques, les costumes aussi, j'ai vraiment besoin qu'ils soient quali, quoi. Surtout vu le budget. Voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire de plus? Sinon, on va sur Nidhogg. Nidhogg. Tu peux aller sur Nidhogg. Moi, j'ai trop hâte. Pour le coup, là, ce chapitre, il me hype. Ouais, Bah, il est profite vraiment bien. bien. Ouais. Vous Eh bien, préférez... lui, je pense en plus, tu vas prendre un peu de temps pour le débrief. Ok, j'ai hâte. Donc, ouais, là, je pense que t'as. Même après celui d'après, du coup, qui sera le dernier, Mhm. je pense que. En fait, tu vois, là, déjà, le premier, t'as pas mal débrief sur le dragon et tout, etc. Là, tu vas quand même avoir pas mal de choses à faire, Ok, je pense. ok. Voilà. Putain, quel titre de fou, pardon. Ah, c'est des émotions, hein. Je suis si heureux encore, hein, vraiment. C'est quel cadeau de Noël. Hein. Vraiment. Vous préférez quel acteur? Hein On va finir sur cette De quoi? question. Vous préférez quel acteur du truc de Netflix, là, du live action? Putain, moi, j'avoue que Celui qui joue Luffy. surtout récemment, en fait, c'est plus un ensemble d'acting et d'investissement sur le film, c'est l'acteur de Sanji, Ok. Et toi, tu vois? Gogo? Après J'en peut-être sais rien. sans Moi, je trouve allez, pour la je dirais ressemblance, j'adore Usopp. Vraiment, je trouve Ah ouais. que Usopp, ah oui, il fait c'est trop vrai. Usopp. C'est une folie. D'ailleurs, j'aimerais J'ai parler oublié de dire d'Usopp. Nami aussi. Sanji, il y a Sanji, la mouette.
Chopper, celui Non, mais qui joue même la en fille. fait tous parce qu'ils ont tous vraiment pour le coup Même vraiment Nami, ouais. un charme propre au truc, ils Je sont vous tous, dis ouais, j'allais dire, je vous dis la vérité en toute sincérité, vraiment impossible de vraiment je choisir, quoi. les aime tous, mais vraiment. Ouais. C'est un truc de fou. Je peux pas Ils vous sont tous bien, dire hein. comment ces acteurs et ces actrices ont réussi à me faire aimer un casting comme ça. Autant j'ai pas spécialement apprécié le live action dans son ensemble pour plein de raisons que j'ai déjà données, mais autant les acteurs et les actrices, ils sont tous incroyables. Je kiffe leur personnalité, ce qu'ils dégagent, leur humanité, je sais pas. J'adore ce quatuor pour l'instant qu'on voit et j'adore Nami. Je trouve que cette actrice, elle est fantastique. Ouais, je suis d'accord. Luffy, Sanji, Zoro et Usopp, juste pépites. Je sais pas comment ils ont réussi à les faire aussi ressemblants. Le pire, c'est vraiment Usopp. Usopp, j'ai l'impression que c'est Usopp, mais encore C'est plus vrai. badass qu'Usopp, tu vois? Il a trop de flow et j'aimerais d'ailleurs vous dire un truc. J'ai vu une vidéo d'eux en interview, je sais plus c'était où. Non mais le chara design de Usopp là, l'acteur d'Usopp, comment il est fringué, je kiffe. Il a une veste longue, un peu florale, quelque chose. Oh le flow qu'il a, j'ai fait: «Oh il sait tellement bien se fringuer, c'est un truc de psychopathe». Faudrait que je vous trouve le truc, il était trop bien fringué. J'adore son style. Bref, je m'égare, retournons sur Nidhogg. On parlera du live action demain, j'aurai plein de choses à On dire. aura bien le temps de toute façon. Ouais, exactement. Et ben allez, je vous fais des bisous. Je vous remercie pour, Allez, la bisous à page pub toutes. et je Bah, vous t'inquiète, dis hein. à tout à Y a pas de l'heure. quoi. Des bisous, À À tout à bisous. l'heure. toutes. Profite Des bien. bisous, Merci, bonne oui. lecture. Bisous. Merci, merci. Et ben allez, c'est parti pour le chapitre 1175. Je vous remets le chapitre. Le chapitre 1175, Nidhogg. On fait coucou à YouTube, au cas où si je découpe la vidéo. Merci de nous suivre. Un petit like, un abonnement, un partage et bien sûr le cœur en commentaire, comme toujours. Plein de cœurs sur vous et les cœurs dans le chat pour la commu YouTube dont vous faites partie en fait. Vous envoyez attends, comment on dit? Auto vous envoyer attends, auto vous envoyer? Auto j'arrive pas à le dire. Auto attends, auto attendez, attendez. Bref, envoyez vous auto-envoyez exactement. Oui, mais comment tu dis auto-envoyez-vous? Merci à Skellios. Oh putain! Attends. C'est pas possible. Auto-envoyez-vous des cœurs, puisque c'est à vous-même que vous allez le faire. Bref, je suis fatiguée. Commençons ce chapitre. Chapitre 1175. C'est que je suis con. Ouh! Allez, requête de Ramen Maru. Sabot pris d'assaut par des bébés koalas. Et ça, c'est Pipou, puisque c'est la rêve de koala, évidemment. Of course. Ok. L'équipage du chapeau de paille qui avait été capturé est libéré. Ok, Sanji arrive. Il brûle le truc de Somers? Il brûle le truc de Somers? Attendez, ils ont pas réussi à se libérer. Il arrive, il brûle le truc de Somers. Bon, bah, ça veut dire que Somers sera probablement face à Sanji, du coup. Comment ça se fait que les autres ont été libérés et qu'ils ont pas réussi à la libérer? Et que Sanji arrive et par ses flammes, il arrive à brûler les ronces? Je plane pas, on est d'accord. Oui, il la libère, je suis pas folle. C'est ça? C'est vraiment ça? Jump, même pas. Fouche aurait suffi. Un fouche de Sanji suffit à libérer Nico Robin. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Eh ben pourquoi JP il l'a pas mouillé de son eau? Non. Ouais, le feu c'est. Oui, mais je pensais quand même, je vais vous dire la vérité. Je pensais que le pouvoir des chevaliers divins avait une spécificité et que ça marchait pas simplement par les éléments. Vous voyez? Par exemple, une lame, ça tranche. Donc logiquement, trancher avec sa lame les ronces, ça devrait fonctionner aussi. Mais ça paraissait évident. Mais je pensais qu'il y avait bien une manière bien spécifique, tu vois, une utilisation d'un haki bien précis ou d'un pouvoir bien précis, parce que Sanji, c'est pas n'importe qui. Donc j'espère juste que c'est pas que le feu, un simple feu qui a fait ça. Je l'espère du plus profond de mon âme. Ok, bon, ben, les Mugiwara sont libres. Voilà, ça a été long, mais finalement, ils sont tous libres. Donc, comme dit Nami, Robin, quel soulagement. Merci. Trop fort Sanji. Ces ronces sont donc vulnérables au feu. On est sauvés. Ok, ça veut dire que vraiment, le petit Somers, ça va être Sanji qui va se le faire. Ne nous emballons pas. Ouais, ce haki et ce rougissement. C'est quoi cette ombre?
Waouh! Village de l'Ouest. Ripley, Oimo, Rod, je vous en supplie, sauvez nos mamans. Elles sont transpercées par les épines. Ma mère va mourir. Mes bichons. Loki, c'est dangereux ici. Mets les enfants à l'abri. Je m'en fous. Je me contente de me débarrasser de ceux qui ont osé monter sur mon dos sans ma permission. Il est toujours aussi drôle. Allez, dégagez. Waouh, c'est un monstre. J'adore. Vraiment, j'adore. Peuple d'Elbaf, les enfants sont sains et saufs. Quel soulagement. Il n'y a plus aucun otage. Super. T'es en retard, ce dragon. Ne me dis pas que c'est qui. Zoro qui parle, ouais. Si c'est Loki, et avec toi dans les parages, tout ira bien. Si tu le dis. Profite du fait que... Attendez, j'arrive pas à lire, je vois rien du tout. Je suis miro comme une taupe. Profite du fait que vous êtes devenu géant pour écraser ces monstres. Sinon, c'est tout Elbaf qui sera bientôt détruit. Compris. C'est toi qui nous tombe dessus. Il pleut des ronces. Vite, mettez les enfants à l'abri. C'est inutile, bande d'idiots. Ce type nous a suivis. Vous n'avez pas le droit d'être encore en vie, bande d'ordures. Rendez-moi mes émotions. Il est malade. Il est drôle, Summers. Il est vraiment drôle. Mais c'est marrant parce que je trouve que Sanji sera son parfait alter ego. Parce que lui qui est dans l'amour, dans l'affection, qui a des émotions, son pouvoir ou autre, il est vraiment façonné par les émotions. Il a une flamme qui brûle en lui, mais d'amour. Alors que, à l'inverse, Sommer, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que ses émotions à lui, c'est la souffrance, c'est l'amour de la souffrance. Donc je trouve que le Sommer-Sanji, c'est vraiment le combat qui serait logique. Vraiment très très logique. Je vois mal quelqu'un d'autre le combattre. Attendez, j'arrive vraiment pas à lire, je vous jure. Mais enfin, c'est peut-être un mal pour un bien. Puisque ces gamins sont encore en vie, on ne pourra pas dire que j'ai tout fait foirer. On va les emmener sur la Terre Sainte comme prévu. Mais avant ça, je vais achever leurs parents avec ce lance-ronce à canon multiple. Alors c'est des murènes? Est-ce que c'est des murènes? Ça ressemble à des murènes, ce truc, non? Ouais, Sommer, c'est juste un... C'est pas de l'humour noir, c'est vraiment un sadique, totalement. C'est un psychopathe, même. C'est un sociopathe. C'est pas un psychopathe, c'est un sociopathe parce qu'il est conscient de la douleur et il en prend plaisir. Donc c'est un sociopathe. Les murènes. Je vais même pas écrire murène. Oui, c'est ça. Donc c'est une murène. Pourquoi il a une murène? Bon, je vais pas commencer à étudier ça, sinon je vais perdre du temps. Mais je voulais quand même vérifier ça. On ne te laisse pas faire. Je vais protéger ma mère. Moi aussi, blablabla. C'est tellement émouvant. Vous êtes géniaux, les gars. Au point où j'en suis, la mission m'importe peu. Qui dois-je tuer pour vous émouvoir? Je n'oublierai jamais vos têtes d'idiots courageux. Adieu. Pitié, fouille, couronne. Hors de question, je vais te protéger, maman. Oh, qui sont pipous. Vraiment, qu'est-ce qu'ils sont pipous. Tac, Zoro débarque. Bien joué, Zoro. Je savais que tu gérerais. Hein? Vous êtes qui, vous? C'est Zoro. Et c'est mon compagnon. Retiens bien ça. Il est pipou. Il a dit c'est son nakama, c'est pipou. Zoro, Luffy, c'est vraiment un gamin quand il s'agit de ses potes. Gomu Gomu no. Ah, je crois que Itaken Kichi. Clic, pack, pack. Ok. Ah ouais, Dauntor Rifle. Ah, maintenant, il fait des attaques de combiné. Il avait pas fait Goji, c'est pas déjà ce qu'il avait fait pour un truc de Thor et un truc de Down. Il n'y avait pas une combiné. Là, il a pas combiné un truc. Va Dawn Rifle. Ah, il est magnifique. C'était quoi? Je ne connais pas dans les noms d'attaque de Sanji, j'allais dire, de Nika, de la fille. Ouais, le Thor, voilà. Du coup, il l'a jamais fait, le Dawn Thor Rifle. C'est sa nouvelle attaque. Non. Ah ouais, il l'avait déjà fait? Sur qui? Ah si, c'est une nouvelle. Oui, d'accord. Pour une fois, je dis pas de la merde. Oh, il a pris cher. Oh, vraiment, Luffy en mode Nika, c'est quelque chose. Hein. Je crois même pas. Attends, je réfléchis. Par rapport à Gaban, quand il avait cut Sommers, je crois que son attaque, elle était pas aussi puissante. Hein. Chapeau de paille, on est libre. Maman, regarde. J'ai enfin pu voir la forme blanche de Luffy, on dirait Nika. Pour moi, c'est le guerrier de la libération. Nika! C'est juste une légende pour les gosses, hein. Ouah, c'est Nidog. C'est ce truc qui nous a sauvés. Bon, on y va. C'est quoi ça? C'est sûrement Loki. Moi aussi, c'est la première fois que je le vois. C'est exactement le trésor d'Elbaf. C'est un fruit du démon précieux, un fruit interdit. Plus précisément, un fruit interdit. Je vais m'arrêter 2 secondes sur la page de Nika. C'est intéressant parce que là, je sais pas quel... Il y avait un gamin qui avait peur de Nika. Je sais pas c'est lequel. Et du coup, il le voit pour la première fois, mais surtout, c'est la phrase qui est importante. C'est
pour moi, c'est le gamin, c'est juste une légende pour les gosses. Donc ça veut bien dire, et là ça fait écho en fait à la fresque d'Elbaf qu'on a eue, qui était censée être une fresque qui avait été dessinée par les enfants. Donc ça veut bien dire que depuis le début, si Oda il a fait en sorte que ce soit des enfants qui aient dessiné la fresque d'Elbaf, plus le fait que Nika serait une légende d'enfants, plus les MMA qui ont été les peurs des enfants, on pourrait alors imaginer qu'il y a quelque chose avec l'enfance. Peut-être que un enfant a commencé à créer les monstres qu'on voit. Tous les êtres, ce qu'on appelle les fruits du démon et qui ont des capacités comme ça, c'est possible que ce soit lié à des cauchemars d'enfants. Là où Joy Boy représente le rêve des gamins, on a de l'autre côté des cauchemars qui s'incarnent par des monstres. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est ça veut dire que Nika n'est pas un dieu de la mythologie grecque ou un dieu basique comme on a l'habitude, mais ce serait vraiment un dieu de l'imaginaire véritable. Je ne sais pas comment vous expliquer exactement ce que je pense. C'est-à-dire que Nika est né littéralement de l'imaginaire d'un enfant. Et le tout est de savoir quel enfant. Parce que Nika ne date pas du siècle oublié. Il date pas de l'époque de Joy Boy. Joy Boy est un ancien utilisateur du fruit de Nika, mais c'est pas lui qui l'a inventé ni créé parce que si on revient au texte d'Harley, si je dis pas de bêtises, il disait bien que après que les humains ont prié blablabla et qu'ils ont voulu se prendre pour je sais plus quoi, le dieu du soleil est apparu. Donc ça veut bien dire que dès le premier monde, Nika est apparu. Mais ça veut aussi dire que s'il est lié à l'imaginaire d'un enfant, alors ça veut dire qu'un enfant du siècle, du tout premier monde, l'a imaginé. Il y a une histoire qui a été inventée et qui a été dit pour rassurer un gamin. Alors, moi, je vous donne pour le coup ma théorie du premier monde qui sortira dans quelques temps. Pour le coup, je vais la griller un petit peu. Mais ce que vous allez voir dans le futur dans mes vidéos par rapport aux théories des nerfs, j'explique qu'en réalité, Nika, c'est né d'un conte. C'est une histoire qu'on a racontée à un esclave pour le rassurer. Et du coup, pour pas qu'il ait peur parce qu'il subissait tout ça et tout, on lui a inventé une histoire et cette histoire, c'est celle de Nika. Celle qu'un jour, il y a un guerrier libérateur qui viendra les aider, les sauver, un guerrier blanc, blablabla. Et donc, je pense que là, Oda, on a une certaine précision, un peu plus précise en tout cas de ce que peut être Nika. Il vient vraiment des contes d'Elbaf. C'est vraiment ça va au-delà du mythe qu'on pourrait avoir habituellement comme Nidhogg ou même Poséidon qui est le dieu des océans par rapport à la mythologie romaine ou grecque, je sais plus. Là ici, c'est un dieu du soleil mais véritablement venu d'un conte. Et j'adore ça parce que le fait que Elbaf pouvait potentiellement être un palindrome, non pas un palindrome parce que ça lit dans les deux sens, mais en clair il se lisait à l'envers fable, et le fait que Elbaf puisse être le QG des fables, des histoires comme ça, et que finalement ils viennent de là, c'est très 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 intéressant. Donc voilà, j'aime beaucoup cette partie-là. Et bien sûr, les enfants, j'adore leur imaginaire de se dire waouh, Nika, machin, c'est le guerrier de la libération. Eux-mêmes, ça va leur donner finalement le courage et la force de combattre et de changer le monde, encore une fois. Parce qu'en voyant Nika, ils sont dedans, ça motive tout le monde, etc. Bref. Donc là, on part sur le fruit de Loki. Il s'agit du Ryorionomi, modèle mythologique Nidhogg. Donc littéralement, le fruit de Nidhogg. On raconte que la personne qui le mange obtient la capacité de se transformer en le plus grand dragon du monde. Toutefois, la taille maximale dépend de la personne qui l'a mangé. Autrement dit, mieux vaut un géant qu'un humain. Mais les géants antiques sont ceux qui peuvent en tirer le plus grand potentiel. Apparemment, ce dragon noir... Ah, donc c'est bien confirmé qu'en plus c'est un dragon noir, ce qui relie au dragon de l'Apocalypse, les gars. Dragon noir de jet qui crachait de la foudre peut devenir si gigantesque qu'il peut changer le jour en nuit d'un simple envol. Ah oui, donc il couvre littéralement le soleil. C'est incroyable. Ah oui, là, il est vraiment mais un mastodon. Incroyable. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que il crache de la foudre. Mais le Nidhogg, normalement, il est lié au Niflheim, soit le monde des morts où était Loki. Le Niflheim, dans la mythologie nordique, si je dis pas de bêtises, enfin, je dis pas de bêtises évidemment, c'est le monde de la glace. C'était quoi? Comment? C'est le monde de la glace, normalement. Et lui, il est dans le Niflheim. Ah, attendez, je préfère vérifier si je dis pas dit. Oui, il vit dans le Niflheim, au cœur de la source machin, et se nourrit des cadavres des meurtriers dont il suce le sang.
Ah, c'est marrant, il suce le sang. Ce qui fait penser au serpent rouge sang. Son nom dérivé du venin insifurien, celui qui frappe avec malice ou dévoreur de cadavres. Il est associé à la destruction de l'or cosmique car son action menace de faire tomber Yggdrasil, ce qui précipiterait Ragnarok, la fin du monde. Bah voilà. Donc c'est vraiment le dragon de l'Apocalypse dans toute sa splendeur. Il est rattaché au Niflheim, ce qui correspond totalement à Loki sur le monde des morts, là où il est dans le monde souterrain. Mais c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les géants de la Galéla qui sont maintenus dans la classe. Donc je pense qu'il est possible que l'ancien utilisateur du fruit de Nidhogg, qui devrait probablement être peut-être un géant lui aussi, il est possible que finalement ce soit le fruit de Loki qui ait gelé les géants de la Galéla. J'hésitais à la base avec le fruit de Yamato. Pour moi, je pensais que c'était possiblement le fruit de Yamato. Mais ça, c'est très, très, très intéressant. Tandis que la foudre, là, on a carrément la scène possible avec la fresque d'Elbaf, où on voit le dragon géant au-dessus d'Yggdrasil et le rayon qui passe avec la sorte de bateau là qui détruit avec la foudre. Donc très intéressant de savoir qu'il a à la fois la foudre et à la fois la glace. Je me demande vraiment là s'il a pas les 5 éléments. Ou alors mieux, je viens de penser à un truc. Si Loki est Pluton, Pluton se trouve techniquement, le navire se trouve à Wano, et sauf que le gardien de Wano Kuni, je vous rappelle que c'est Momonosuke. D'accord. Momonosuke, c'est censé représenter, il est censé avoir le fruit cloné de Kaido. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fruit de Kaido, il est littéralement lié au feu. Son bolo breath, etc., tout petit quanti. C'est beaucoup lié au feu. Je me pose la question si Oda, il n'est pas en train de faire quelque chose avec la fameuse fresque des 2 dragons. Est-ce que je vais la voir? C'est plus le nom, je sais plus. Est-ce que quelqu'un se souvient de la ref? Il y avait les 2 dragons, c'est au Japon. Je l'ai dans le livre, bougez pas, je trouve. Wano Kuni. Et c'est en japonais, bien évidemment, je peux pas y lire. Attendez, faut que je prenne mon téléphone pour traduire le japonais sur mon livre. Je me souviens plus du truc. Comment ça s'appelle? Japonais, prendre une photo. Tac. Ce live, c'est un peu un frustré. C'est le temple Kieninji. Alors, désolée pour les bruits du bouquin. Alors, c'est ici. Vous voyez? Il y a 2 dragons. Et si vous remarquez bien, toute l'histoire du Nouveau Monde, quand on a atterri dans le Nouveau Monde, ça a fait que parler de dragons. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quand on est arrivé à Punk Hazard, le rêve de Vegapunk était de faire des dragons, quoi. Il avait un kiff sur les dragons. Et il a créé ceux de Punk Hazard. Il a cloné le fruit de Kaido, qui lui-même était un dragon. Finalement, Momonosuke, grâce à ce fruit cloné, est devenu un dragon. Et aujourd'hui, on a précisément le dragon avec Loki. Ça fait beaucoup de dragons, énormément de dragons. Et ça a forcément une utilité. Je pensais, oui, Bovino, normalement, il y a cette scène entre Momonosuke et Kaido quand ils s'affrontent sur le dôme d'Onigashima, là, tout en haut d'Onigashima. C'est exactement cette représentation. Mais je me dis, quand tu sais qu'aujourd'hui, Loki est un dragon, et qui va il n'y a même pas de doute, je dis pas probablement, Loki va participer à la guerre finale de One Piece. Sauf que Momonosuke aussi va y participer. C'est une évidence. Donc, il n'y aura pas qu'un dragon dans le ciel. Il y aura bien 2 dragons. Et je veux savoir pourquoi Oda a voulu mettre autant de dragons importants. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est que Momonosuke est un dragon qui est littéralement le gardien aujourd'hui du pays qui abrite Pluton. Tandis que moi, dans ma théorie, je dis que Loki est celui qui peut conduire le navire Pluton avec les géants antiques de la Galéla, et lui-même est un dragon. Donc il y a bien une association, quelque chose qui va coexister entre Momonosuke et Loki. Et je te dis pas ça pour rien, parce que je vous rappelle que Harald était devenu ami avec le pays des Wa. C'est lui qui leur a appris à naviguer. C'est littéralement Harald, un géant, qui a appris aux samouraïs à pouvoir voyager dans le monde, à savoir naviguer. Et je te rappelle que surtout, ce sont les samouraïs qui sont les gardiens d'un navire gigantesque.
Et le navire en question, dans One Piece, ceux qui savent construire et ceux qui sont liés à la Galela d'aujourd'hui, c'est des géants. Donc tout est lié en fait. C'est les géants qui ont créé le navire Pluton. Dans ma théorie, attention, c'est pas officiel dans One Piece, mais de ma déduction en tout cas. Ça voudrait dire que on a ici les géants de la Galela qui sont aujourd'hui enfermés dans la glace, tandis que Loki a le pouvoir de glace, qui est un dragon. Les géants de la glace, pour moi, auraient créé le navire Pluton, et peut-être même celui du Noah. C'est pour ça que les rois des mers disaient c'était avant, maintenant on doit le reconstruire, mais je sais pas si aujourd'hui ils vont encore nous aider. Pour moi, c'est les géants qui ont construit à la fois le Noah et à la fois Pluton. Pourquoi? Parce que il faut des géants pour pouvoir construire des armes pareilles. Elles sont gigantesques. Il y a que des géants pour faire ça. Et justement, on a appelé ça les géants de la Galela. Or, la Galela, c'est ceux qui créent les bateaux dans One Piece, et c'est ceux-mêmes qui ont été aujourd'hui les gardiens de Pluton, des plans de Pluton. Donc ça veut bien dire que les géants pourraient avoir créé Pluton. Or aujourd'hui, ce navire se trouve précisément dans le pays d'Ewa, gardé par qui? Le shogun Momonosuke, qui est un dragon. Donc forcément, je pense vraiment qu'il est possible que les deux dragons qu'on voit ici, qu'on pensait être Kaido et Momonosuke, en fin de compte, soient une référence plutôt à Loki et Momonosuke. C'est très très intéressant. J'aime beaucoup ce truc. Oui, je pense. Quand Harald a été ami avec Wano, quand il avait son flashback, tu sais, il leur montrait même la boussole. Il leur montrait comment naviguer grâce à une boussole. Oui, mais ça, en fait, c'est le croisement des mythes. C'est pour ça. Là, on est sur un dragon mythologique d'Elbaf avec la mythologie nordique, tandis que on a un dragon japonais parce qu'on est au pays des rois. En clair, enfin, comment dire, c'est comme Nika. Tu vois, Nika, il est pas le même dieu chez toutes les races. Ou non, plus simplement. Je vais te faire simple. Dans notre monde à nous, le dieu du soleil n'a pas le même nom selon les mythes. Le mythe nordique ne donne pas le même nom que le mythe grec. Et pourtant, la définition du dieu du soleil, c'est la même. Donc je pense que c'est exactement ce qui se passe dans One Piece. Je pense vraiment que ce soit Nika ou autre, c'est juste la culture qui a fait changer le nom, mais le sens profond qu'il en sort, c'est exactement le même. Et je pense vraiment qu'Elbaf et Wano ont collaboré pour le passé pour créer cette arme antique. Parce que là, littéralement, dans tous les cas, en dehors de l'idée que j'ai, on a bien deux dragons qui existent. D'un côté Momonosuke et d'un côté Loki. Et ça, forcément, ça aura une utilité dans le futur. On a littéralement deux dragons qui vont peut-être s'allier pour la Grande Guerre. Et c'est pas rien. Donc voilà. Bon, on va pas trop tarder plus là-dessus parce que j'ai perdu déjà beaucoup de temps. Et on va reprendre. Donc tout ça, on a lu. Ok. C'est à cause de son pouvoir dangereux que le peuple d'Elbaf a veillé à ce que personne ne le mange. Ah d'ailleurs, je viens d'y penser. C'est pour ça, en tout cas, ça confirme d'autant plus les propos de Tchébek qui disait que il était super important que ce soit Harald qui mange ce fruit du démon qui se trouvait à Elbaf. C'était d'une importance capitale. Et là, en fait, Jarl, il nous explique pourquoi. C'est vraiment ce qu'on avait deviné déjà, hein, de toute façon. C'est parce que ce fruit a besoin d'un... Plus la taille est grande, plus il sera grand. Alors forcément, il fallait... Qu'est-ce qui est plus grand dans le monde de One Piece? C'est les géants antiques. Donc ça a du sens et ça suit ce que disait en tout cas Tchébek. Si quelqu'un essaye de le manger, le marteau gardien Ragnir l'en empêcherait. À Elbaf, il existe une légende concernant un dieu de la guerre qui possède une arme appelée Ragnir. On raconte qu'il s'est opposé au dieu du soleil en prenant la forme d'un gigantesque dragon. Son fidèle serviteur était un écureuil du nom de Ratatos. Autrement dit, après la mort de son maître, Ratatos s'est incarné dans son arme en attendant le retour de ce dernier. C'est ce que dit la légende. Ok, alors donc, ce que je vous disais hier était bel et bien vrai. Il s'est opposé au dieu du soleil en prenant la forme d'un dragon gigantesque. Mais il est mort. La question est de savoir, est-ce qu'il est mort face à Nika ou est-ce qu'il est mort après ce qui s'est produit avec le siècle oublié? Là, on a deux possibilités et je pense que je vais voter pour la première. Ça voudrait dire qu'au départ, le premier utilisateur du fruit de Nidhogg s'est opposé à Joy Boy, logiquement. Il s'est opposé à Joy Boy, mais je pense qu'il... Joy Boy, si c'est un Luffy bis, logiquement ils sont devenus potes, un peu comme Dory et Brogy avec Luffy. Et ça voudrait dire que s'il a perdu la vie, c'est probablement à cause d'Imu pendant le siècle oublié. Le truc que je comprends pas, c'est que
si c'est ça, comme ils l'ont dit, comme Im l'avait dit ou le gouvernement, je sais plus exactement, ceux qui ont les géants de leur côté gagnent la guerre. Logiquement, gagnent la guerre. Donc on pourrait plutôt se dire: «Si cet homme est mort, ben, logiquement, il aurait dû être du côté d'Imu». Parce que si les géants font gagner les guerres et que la guerre, elle a été gagnée par Imu, logiquement, c'est qu'elle avait les géants de son côté. Le problème aussi, c'est que Imu dit: «Harald, c'est le seul c'était une unique chance qu'ils ont eue avec Harald parce qu'il était teuteux». Et je me dis: «Bah, il semblerait qu'elle ait pas réussi à convaincre les géants de l'époque». C'est quelque chose qu'elle a jamais réussi à faire. Et sa seule victoire, elle a été grâce à Uranus ou une arme antique qu'elle a utilisée pour trahir Joy Boy et c'est peut-être comme ça qu'elle a gagné. Donc je vais rester sur cette hypothèse du fait que finalement, eh ben, Joy Boy a réussi à devenir ami avec, le géant Nidhogg, le premier utilisateur de Nidhogg, et que finalement il a été tué, lui, par Imu, par la guerre du siècle oublié. Ça, c'est beaucoup plus probable. On parle de légende, on peut pas le reporter au siècle oublié en âge géant, c'est rien, ça doit être bien plus vieux. Ah oui, mais je sais pas. Tu penses que non, parce que je crois qu'il y avait une datation, non? Il avait pas ça a pas été précisé que le fruit d'Elbaf, il avait été gardé là depuis 800 ans? Non? Alors attendez, là c'est important parce que je pensais vraiment qu'il y avait eu une date, sur, l'époque du fruit, en fait. Il avait pas été touché depuis, telle époque. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'on n'a pas eu de datation pour le fruit? Il a pas été mangé depuis tant ou, j'ai cette sensation qu'on avait eu la date. C'est pour ça que je l'ai interprété comme ça. Pas ouais, merci Goji. Parce que j'ai le souvenir d'avoir, il a pas été mangé depuis tant ou on le garde depuis tant, je sais plus exactement la phrase. Ouais. Bon, OK. Eh ben, on vérifiera cette info un peu plus tard. Parce que je pensais vraiment parce que là, si c'est le premier Nika, ce serait fou, hein. OK. J'ai cru, j'ai cru. Je vérifierai quand même au cas où. Mais, de toute façon, je crois que Nika avait vous avez raison d'un autre côté parce que je crois pas que Joy Boy avait ce bouclier. On le voyait pas avec le bouclier. Ah mais attendez. Attendez. Donc là, il a le bouclier, mais c'est pas le même. Ici, c'est vraiment le symbole, de la croix en C et il a l'épée. C'est bizarre ça. Il a la croix en C alors que là, il a le Où c'est qu'on avait vu Joy Boy? 1115, merci. C'est sûr 1115? Je suis passée à côté, au début. C'est sûr 1115, Coco, je l'ai pas. Ah là. Ouais, donc là, il est ni bouclier, ni épée. Ouais, c'est probablement le premier monde alors. Probablement le premier monde. Ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air d'être un monde enneigé. Et ce qui est bizarre d'autant plus, c'est que logiquement, si ça avait été le premier des Hunters, en fait, ce qui me perturbe, c'est que le premier monde, c'est censé être les géants originels. Pour moi, je pensais vraiment que le premier monde, c'était les géants antiques. Or là, comme tu le vois, c'est des géants à cornes. Enfin, c'est des géants à casque, tu vois. Je pensais vraiment que les géants antiques, leurs cornes étaient naturelles, un peu comme Oz. Et je pensais pas que c'était des géants à cornes comme As, tu vois, des casques à cornes. Intéressant. Le truc avec Rastas, enfin, je vais l'appeler l'écureuil après. Ouais, mais non, parce que quand tu vois vraiment ce qu'on appelle un géant antique primaire, comme Oz, il a vraiment des cornes, littéralement. Même Oz Junior, pareil, il a des cornes. On est vraiment dans ce qu'on appelle pour moi un géant antique. Là, tu me montres ça, c'est un géant antique. C'est pour moi les géants originels. Alors que là, pour moi, ce que je vois, j'y vois beaucoup plus un géant qui porte un casque à cornes, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'a surprise. Parce que si je devais voir un géant antique, ce serait plus de la manière de Oz plutôt qu'un géant comme ça. Après, peut-être que c'était Ymir. Pour le coup, c'était peut-être le premier géant dans le monde. L'histoire du premier géant, ce serait Ymir, du coup, qui affronterait Nika. Mais ce qui est étonnant, c'est le background. On est dans une sorte de monde enneigé. Or, le monde enneigé, si on regarde la fresque d'Elbaf, ben, normalement, c'est le monde de feu. On n'est pas du tout dans de la neige. On n'est pas encore sur des saisons. On est véritablement sur le monde originel en feu. C'est pour ça que ça me perturbe, ces petits détails, le casque à cornes et le fait que là, on soit plus dans un monde en feu, alors que l'autre, on aurait dit vraiment un truc enneigé, quoi. Tu vois? C'est ce que disait Loki, Nina. Ok, attends, chapitre 1131.
C'est où qu'il le disait? Au début de la double page. On est vraiment à Elbaf, on a toujours voulu venir, tout est immense ici, vraiment. Content pour toi, mais je me demande si Usopp sont un royaume. Les feux de la guerre qui ne s'éteignent jamais. Attends. Les bas-fonds d'Elbaf appelés monde souterrain, non. Les comme des criminels, cette terre est un véritable prison. Ici que le soleil meurt, imbécile d'humain. C'est ce que tu vas faire dans ces montagnes, j'ai gaffe. Attends. Si tu creuses dans la neige, tu trouveras plein d'ossements de géants et d'humains. Ces montagnes existent depuis des milliers d'années. Et dans notre monde, dans notre mythologie, on appelle cet endroit le premier monde. Ici que le soleil meurt, je sais pas ce que ça veut dire, mais fais gaffe. Ok, donc tu veux dire que le premier monde, dans tous les cas, c'était enneigé? Mais moi, je pense pas. Je pense vraiment que c'est là que le soleil meurt, c'est-à-dire que c'est là où le soleil a disparu depuis le siècle oublié. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, après ce qu'on a eu avec le siècle oublié, la météo, elle a été complètement bouleversée. Il y a eu totalement des changements climatiques. Donc là, on n'est pas sûr que c'était les premières saisons au départ, tu vois. Est-ce que c'est parce que le soleil a disparu, le soleil est mort, que du coup il neige? Oui, je pense aussi qu'ils se sont battus ici, mais ça voudrait dire que du coup c'est pas le... On n'est pas dans le premier monde, si? Ouais, je sais pas, ouais, t'as peut-être raison, quoique. Si on dit premier monde par rapport à l'arbre d'Elbaf, ça me paraît logique que ce soit là. Le problème, c'est que là, le décor, il correspond pas du tout. On est sur un monde enflammé, tu vois. Et faut pas oublier que... En fait, je te dis ça dans le sens où, dans la mythologie nordique, il n'y a pas eu que le monde de Niflheim. Il y a eu... il y a eu la rencontre avec le monde du Muspelheim. Et du coup, le Muspelheim, c'est totalement le feu, c'est le monde du feu ici. Et c'est là où est né le premier géant, le géant de... Ah, bien avant Ymir, il y avait dans le Muspelheim, avec la grande épée justement qu'on peut reconnaître sur Elbaf, il y avait ce qu'on appelle le géant de feu, le tout premier géant originel, bien plus ancien encore que Ymir. Et c'est pour ça que je suis étonnée que finalement, le géant soit lié à la neige ici, au Niflheim, et qu'on n'ait pas le géant de feu. Je pense qu'il doit manquer une histoire. Je pense que d'un côté, il doit y avoir Loki avec le Niflheim, avec le monde de la glace, là qu'on voit, mais il doit y avoir une autre histoire en parallèle avec le Muspelheim. Et je me demande si justement il n'y a pas chaque ère. Tu vois. Comme le premier monde, c'est le monde de feu, on est dans le Muspelheim avec le géant de feu, et ensuite on passe à la glace avec le deuxième monde avec qu'on appelle le Niflheim avec l'ancien royaume. Ça y est, je vais y arriver. Donc ouais. Mais bah, on va reparler après, on va finir le chapitre et on reviendra au pire là-dessus. On verra. Bon, en tout cas, ils sont dans le monde enneigé, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça peut être le premier Nika, je suis étonnée. En tout cas, il a un truc bien spécifique. Je crois que, de mémoire, c'était pas le mec qui a combattu contre Sanji sur le Baratie. Comment il s'appelle? Avec l'équipage de Don Krieg. Je sais même pas écrire Don Krieg. Pearl, exactement. C'est lui qui avait ça, non? Oui, c'est lui. Je me disais bien, je m'en souvenais. Ah oui, ouais, totalement, hein, totalement. Hein. Et ça rappelle bien sûr la croix en C de Oz. On voit sur son pagne, normalement, elle est ici. Bon là, forcément, c'est mal dessiné, mais... Vous la voyez là? Ouais. Donc logiquement, ça veut dire que ce qu'on voit ici, est-ce qu'on a un Nika autre? Là, tac, et tu m'avais dit Joy Boy. Ici, ouais, il est tout noir, on voit pas. Ouais, j'aurais dit, est-ce que c'est le dieu de la destruction? Je sais pas. Oui, oui, ça ressemble au truc du chapeau de paille aussi à Marie-Joise, totalement, totalement. Bah, c'est la croix en C, hein, ce qu'on appelle ça normalement la croix en C. Catholique. C'est la croix des Templiers. Attends, c'est pas en C alors. Ça va pas s'écrire comme ça. C'est la croix... Oui, c'est ça. C'est la croix en C. Voilà, c'est ça. C'est la croix du truc des Templiers. Vous voyez? La même. Ok. Ouais, à voir. À voir. Faudrait que j'étudie un peu mieux Faudrait que je prenne le temps d'étudier la chronologie, voir chaque détail. Parce que, en fait, c'est vraiment le casque à cornes qui me perturbe. Je pensais vraiment qu'on aurait des géants antiques dans le premier monde, uniquement des géants antiques, et que c'est qu'au deuxième monde qu'on aurait vu l'arrivée des géants qu'on connaît aujourd'hui. Mais bon, soit, passons. Donc, son fidèle serviteur était un écureuil du nom de Ratatos. Autrement dit, après la mort de son maître, il s'est réincarné dans son arme. Comment déjà on peut réincarner? Comment on peut se réincarner dans une arme? Ça, normalement, c'est que Vegapunk qui pouvait le faire en transformant une arme, en mettant une âme, non, un fruit du démon dans une arme. Mais comment Ratatosk, il a pu se réincarner dans le marteau? Ça, c'est la question. Est-ce que lui-même est un fruit du démon? Enfin, il est une sorte de, je sais pas, un écureuil qui a mangé un fruit du démon et qui a placé son âme là-dedans, je sais pas.
Ouais, avec le fruit des âmes. Mais c'est un peu chelou. Il s'est incarné dans son arme. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ça veut dire qu'il a pris son âme? Est-ce que non, en fait, la vraie question c'est, est-ce qu'il est mort comme Brooke et du coup son âme, il l'a mise dans sa réincarnation comme Poséidon entre guillemets, il s'est réincarné en marteau ou littéralement on lui a pris son âme et on l'a foutu dans un marteau. Un peu à la Big Mom avec Zeus quoi. À travers son morceau d'âme, on l'a mis une partie dans un écureuil, une partie dans un truc. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Là, vraiment, je sais pas du tout. Mais ça, on l'avait jamais vu on n'a jamais vu ça encore. C'est ce que dit la légende, en tout cas. Après plusieurs siècles, Ragnir a enfin cessé de garder ce trésor. Donc là, il dit bien après plusieurs siècles. Sachant que siècle, c'est le siècle oublié. Hein. Ça fait 800 ans, un peu plus de 800 ans. Hein. Ça, c'est chelou. Il a enfin cessé de garder ce trésor. Est-ce que l'âme a assimilé l'écureuil comme le fruit du démon qui passe vers un nouveau fruit après la mort du détenteur? C'est la question que je me pose. J'arrive pas à bien comprendre. Comment il a réussi à détacher son âme de son corps tout en gardant son corps? Parce que là, on le voit bien, il est à la fois marteau, mais il est à la fois écureuil. Il est vraiment hybride, quoi. Il est modulable. Il se transforme à la fois dans le marteau et à la fois dans le truc. Donc, c'est un peu compliqué. J'avoue que là, je sais pas si ça vient de fruit du démon ou s'il a été extrait d'une manière ou d'une autre à la façon de Big Mom. Je sais pas du tout. Faudrait que j'étudie un peu plus ce truc. En tout cas, après plusieurs siècles, Ragnir a enfin cessé de garder ce trésor. Et celui qu'il a choisi, c'est Loki. Oh là là, ce flow atomique. Oh là 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 là. On dirait Acnologia, le mec. C'est incroyable. Le siècle oublié, c'est une chose, mais un siècle, c'est 100 années. Oui, mais justement, il a dit plusieurs siècles. Mais le siècle oublié date d'il y a plus de 800 ans. Donc on est sur plusieurs siècles. S'il a été il y a le siècle oublié, 800 ans, ça peut correspondre. Parce que là, on aurait parlé plutôt de milliers d'années. Si c'était il y a plus de 1000 ans, 10 000 ans, si c'était il y a 10 000 ans, par exemple, comme le premier monde, on peut l'assimiler à presque 10 000 ans, des centaines de milliers d'années. Ah mais attends, bête, bougez pas, attendez. Voilà, merci. Le premier monde existe depuis des milliers d'années. Vous entendez bien? Milliers d'années. Ça, c'est le premier monde d'Elbaf. Or, ici, Ratastosk, il s'est réincarné il y a plusieurs siècles. Les siècles, c'est centaines. Voyez la différence? Alors que le premier monde existe depuis des milliers. Oh non, ça va repartir sur la théorie des... Oh non, c'est l'enfer. Ça va faire comme la discussion qu'on avait eue sur le live de Goji. Milliers, centaines, des dizaines de milliers d'années, blablabla. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Je sais. Mais c'est vous. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Vous comprenez? Il dit après plusieurs siècles. Il dit pas après des milliers d'années. Il dit bien après plusieurs siècles. Donc là, on parle en centaines. Tandis que le premier monde, c'est bien des milliers. Donc logiquement, si ça avait été là, ça se serait passé dans le premier monde, il aurait dit plutôt des milliers d'années pour Rastastock, l'écureuil. Quoi. Après, il y a eu Emmet qui a attaqué Marisoise et qui se trouve, et si ça se trouve, il y a eu Nika éveillée il n'y a pas si longtemps. Ouais, après 1900 ans, ça fait plusieurs siècles et pas plusieurs milliers. Oui, mais justement, c'est ce que je te dis. Si on est si là on est après plusieurs siècles, on est plutôt sur le siècle oublié puisqu'il date de plus de 800 à 1000 ans. Tandis que le premier monde de One Piece, les montagnes existent depuis des centaines, des quoi déjà? Des milliers d'années. Genre, milliers, ça peut aller jusqu'à 999 999. Attendez, 999... non, c'est reparti. Milliers d'années, s'il te plaît, Ninette. 9999. Tu comprends? Ça peut aller jusqu'à 9999, alors que le siècle oublié, non. Ça peut aller jusqu'à 1000 ans. Je vais péter mon crâne. Vous savez quoi? Laissez tomber. Vous avez compris, c'est le principal. Voilà. C'est terrible les chiffres. C'est une cata. Bon, revenons à Loki. C'est plus important parce qu'il est vraiment incroyable. On dirait Acnologia dans Fairy Tail. Cette scène-là, magnifique. Incroyable. Mais il va raser Elbaf s'il fait ça. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Ah, Emu, elle a pas été touchée. Oh, je vois. Nidok, tu étais donc là. Donc, elle ignorait bien que le fruit de Nidok se trouvait ici. Ils sont liés par le destin. Page de couverture et color spread dans le prochain chapitre. Elle ignorait que Nidok se cachait ici. Mais comment elle a pu ignorer ça, s'il vous plaît? Comment elle pouvait... Thorheim, j'avais oublié ça. Ça fait Niflheim, Thor. Donc c'est un mélange entre les deux. Comment... Attendez, pause. Comment elle a pu ignorer que ce fruit qui a été mangé par le passé par un géant pouvait se trouver sur l'île des géants? Comment elle a pu ignorer ça? Comment elle a pas pu s'en douter? Genre, bonjour, je m'appelle Elbaf. Toute ma mythologie
est nordique. Et il s'avère que mon fruit du démon, c'est un dragon nordique. Et il s'avère aussi que ce fruit avait été mangé par le passé par un géant. Comment elle a pu ne pas imaginer qu'il puisse se trouver là? Ah, tu penses que c'est juste une légende? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Là, non, pourquoi pas? Non, 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 non. Là, c'est pas possible. On parle de fruits mythologiques. Elle est à même de savoir que Nika existe, un fruit complètement sorti de la mythologie véridique. Ça, c'est de la mythologie créative pour Nika. Elle a bien vu qu'il existait des dragons comme le dragon pour Kaido ou toutes ces choses. Je peux pas croire que elle pensait que c'était juste une légende pour Nidhogg. Ça, je peux pas y croire. Elle a 800 ans d'histoire, la nana. Hein. Donc, si elle ignorait que Nidhogg soit réel, ça m'étonnerait quand même. Non, je pense pas. Non, elle est juste pas douée, en fait, Imu. Oui, mais Nika est connue dans l'histoire du monde. Nidhogg, s'il date bien du premier monde, elle savait juste pas où il était. Mais ça me surprend. Comment te dire Les fruits du démon, quand tu les étudies un minimum, elle a 800 ans d'histoire, hein. Bien plus de 800 ans, hein, Imu, hein. D'accord? En 800 ans, t'apprends des choses. Hein. Si un être humain, déjà, en à peine, allez, 50, 60, 70 ans, il arrive à apprendre des choses, en 800 ans, imagine ce que tu peux développer comme intelligence et de connaissances. Tu vas me dire qu'en 800 ans, si tu étudies un peu les fruits du démon, tu remarques où ils atterrissent. D'accord? Genre, le Yamata no Roshi, qui appartient à la mythologie japonaise, a comme par hasard est apparu à Wano Kuni. Tu vois? Je me dis, bon, le Nidhogg, qui vient de la mythologie nordique, est miraculeusement apparu, je te le donne en mille, dans le pays de la mythologie nordique. Et genre, genre elle a pas capté, elle s'est pas dit, si ce fruit a été mangé par un géant par le passé, pourquoi il n'atterrirait pas chez un autre géant? C'est bizarre quand même, j'avoue c'est un peu gros. C'est un peu gros pour moi. Mais en tout cas, je suis étonnée qu'elle sache pas où pouvait potentiellement se trouver Nidhogg. Sachant que, tu vois, pour le coup, elle a quand même réussi à savoir où pouvaient se trouver les plans de Pluton avec Enies Lobby, enfin Water Seven. Tu vois? Il y a eu toute une stratégie pour réussir à mettre la main sur les plans de Pluton. Et là, je suis étonnée que ce fruit du démon, elle se doutait pas qu'il était là. Tu vois, j'aurais préféré lire à la rigueur ah, tu étais donc bien là, tu vois, plutôt que ah, tu étais donc là, positif, genre point d'interrogation, ah, c'était là que tu te trouvais. J'aurais préféré qu'elle fasse tu étais donc bien là, tu te manifestes enfin, ou un truc d'un genre. Voilà, ouais. Déçue un peu de Imu, hein. Elle est pas très douée. Hein. En tout cas, elle douille. Elle est choc-barre. Ça, on peut en parler, elle est choc-barre. C'est-à-dire que j'adore cette scène, regardez bien. Attendez, je vous la zoome. Regardez bien, regardez, voyez, là, il y a Loki. Ça, c'est la meuf... Vous savez, le mème, là, le gif, là, je sais pas comment on appelle. Genre, je rage derrière et j'ai un sourire devant. Et ben, Imu, elle a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle fait la meuf badass qui a pas peur de lui, alors qu'en fait, par derrière, elle se chie dessus. C'est magique. Vous voyez le masque dont je parle? Et ben là, c'est vraiment la réaction d'Imu. Genre, je fais la badass devant lui, alors qu'en fait, je flippe ma race. Je suis au bout de ma vie de voir Nidhogg réapparaître, en plus bouffé par Loki, qui a pas voulu rejoindre les Chevaliers Divins, à qui on a buté son père. On lui a buté son père, le mec il a grave la haine, il a pas voulu rejoindre les Chevaliers Divins, c'est un géant antique qui a un pouvoir spécial parce qu'il a des yeux de dragon depuis sa naissance, et en plus il a bouffé le dragon Nidhogg. Non mais vraiment, je vous jure, Imu la pauvre. Elle a trop pas de chance. C'est un truc de malade. Vraiment, ils sont maudits. Je vous assure, on appelle ça les fruits du démon maudit, mais c'est pas vrai. C'est Imu la plus maudite de toutes. Parce que, waouh, elle a tellement pas de chance, cette meuf. C'est dingue. C'est vraiment dingue. En tout cas, oui, elle flippe un truc de malade. Et d'ailleurs, je crois même, ici, on dirait qu'elle est par terre où je plane. Ou alors c'est juste sa taille, c'est juste qu'elle est vraiment petite, Imu. Mais on dirait qu'elle tombe, on dirait qu'elle est à genoux comme la scène avec quand elle ressent Joy Boy. Mais peut-être que je plane, hein. Je sais pas du tout. En tout cas, ouais, bon, vraiment, elle se chie dessus. Hein. Moi, ça me. Elle a trop de traumatisme, la petite, la petite Imu. Elle a à la fois Joy Boy et elle a en même temps Nidhogg avec Loki. Non mais franchement. Ah ouais, elle est pas à genoux, Goji? Tu crois? Mais elle est vraiment petite, Imu. Hein.
C'est vraiment une lilliputienne, hein, je te jure. C'est un truc de fou, hein. Bon, bah, voilà. Et bah, écoutez, très, très, très bon chapitre pour le coup, hein. Là, Loki, magnifique, vraiment magnifique. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire là, faut que je l'étudie un peu plus. En fait, il me faut la traduction japonaise. Là, j'ai besoin de comparer en fait, les textes japonais et les textes français pour bien vérifier, plusieurs siècles si c'est comme ça que ça se dit en japonais et si ça a la même signification, s'il y a pas des détails là-dedans, en tout cas, incroyable. Par contre, ce géant, il me dit vraiment quelque chose. Faudrait que je regarde dans les mythes nordiques parce que son design, il me fait vraiment penser à un géant nordique basique que j'ai déjà vu et j'aimerais bien l'étudier, plus en profondeur ça. Mais en tout cas, très bon chapitre, rien à redire, je lui mets un bon 8, 8,5. Je vais mettre un 8,5. Elle savait qu'il y avait quelque chose de puissant à Elbaf qui a stop Harald à l'époque, mais sans savoir qui ou quoi l'avait arrêté. Bah, c'est étonnant justement de savoir que Emu, elle vit depuis 800 ans, hein, faut bien se rendre compte, hein. 800 ans. Chebec, il avait quoi? 30 piges? 40 piges? Il a découvert ça plus vite qu'elle, tu comprends? Donc ça veut peut-être aussi dire que finalement, c'était peut-être les Davy qui avaient bien un lien avec les géants et qui connaissaient ce secret. C'est peut-être un truc qui sont donnés de famille en famille chez les Davy et où ils savaient justement que le fruit de Nidok se cachait là-bas. En tout cas, c'est pas normal que Chebec, je sais pas, il a 40 ans, je lui donnais la quarantaine. En 40 ans d'existence, il ait réussi à savoir où se trouvait le fruit de Nidog. Alors que bon, Emu en 800 ans, bon, elle a pas réussi quoi. Voilà. Oui, mais justement, Chebec, il a bien avant Harald, c'était vraiment son plan. Il voulait 2 fruits, il avait pas encore pas spécialement parlé avec Harald de tout ça. C'est après qu'il s'est rendu sur Elbaf, pour parler avec lui. Mais de base, il avait déjà ce plan de mettre la main sur ses fruits et c'est pour ça qu'il voulait le faire manger à Harald. Donc lui, il connaissait la localisation de Nidhogg et soit et ça a été dit par quelqu'un qui connaît, soit c'est en plus spécifiquement par rapport à sa lignée, de Devi qui fait que vu que les Devi semblent associés totalement aux géants, puisque comme je l'avais dit, les 3 crânes qu'on voit avec, à Barbe Noire, c'est totalement les 3 crânes d'Oz. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, les Devi ont été liés au peuple d'Elbaf. Et c'est peut-être comme ça, peut-être qu'ils étaient les gardiens de quelque chose, les gardiens, les ancêtres, à type boucanier façon Davy Jones, enfin Davy, de la famille Davy, du clan Davy. Et ça expliquerait comment Chebec a su que Nidhogg, le fruit de Nidhogg se trouverait là-bas. Ah, je pense pas, non, même pas, parce que je te rappelle qu'en fait, avant qu'elle puisse réussir à mettre la main sur Harald, Elbaf lui était totalement interdit. En fait, personne ne pouvait mettre, le gouvernement ne pouvait pas atteindre Elbaf, et c'est pour ça que c'était une aubaine d'avoir Harald dans leur rang. Là, Elbaf, ils l'ont vraiment découvert parce que Harald leur a donné comment on appelle? Le cercle magique, là. Le truc d'abysse, là, je sais plus le nom. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à atteindre Elbaf. Mais avant ça, non. Mais c'est pour ça que ça m'étonne, parce que depuis tout ce temps, depuis qu'Harald est mort, le cercle d'abysse y était encore. Et je suis étonnée que bah, pendant ce temps, les chevaliers divins ou autres n'ont pas enquêté, comme ils l'ont fait par exemple avec l'infiltration qu'ils ont fait sur Water Seven avec les plans de Pluton. Je suis étonnée que le gouvernement ait pas fait la même chose, sachant qu'il y avait le cercle d'abysse sur Elbaf et qu'ils aient pas enquêté pour mettre la main dessus. Ou ne serait-ce que se renseigner auprès de telle chose, parce que là, pour le coup, Jarl connaissait la légende. Là, on parle vraiment d'une légende qui est rapportée c'est le téléphone arabe, en clair, on donne les informations, etc. On n'est pas sûr que ce soit les bonnes, mais ça reste une légende. Et je suis étonnée qu'elle n'était pas au courant de ça, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est la question que je me pose, du coup. Ça veut dire que prendre possession d'un gars ne veut pas forcément dire que tu as accès à ses pensées, en fait. Tu peux le manipuler psychologiquement, mais tu n'as peut-être pas accès à son background, à son passif. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui limite Emu, pour le coup. C'est ça, elle n'a pas la mémoire de Ginkgo. Du coup, si elle n'a pas la mémoire de Ginkgo, elle n'a pas eu celle d'Harald, et donc elle peut pas découvrir ça. Après, il y a le petit diable, là, la petite ombre diable, je me demande ce que c'est. On l'avait vu? Je m'en souviens pas. J'ai pas le souvenir qu'on l'avait vu, ça.
avant. Et bah, voilà. En tout cas, très bon chapitre, hein. Rien à redire, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On a mis plus de temps pour, ce chapitre, pour le coup. Là, ça fait 2h10. On a mis beaucoup plus de temps. Ah bah, Scan, on parle de Summer, mais l'histoire d'Imu doit être horrible. Et bah, écoute, je t'invite dès demain, mardi 18h, sur ma chaîne pour découvrir ma théorie sur le passé d'Imu. Et je peux te dire que vraiment, si cette théorie se valide, le passé d'Imu va être extrêmement triste. J'ai été bouleversée par ce que j'ai étudié. Et si c'est vraiment ça, vraiment le passé d'Imu est horrible, horriblement triste. Oui, sûrement, vu qu'elle demande qui est Brooke pour Gonko, donc il lit pas dans l'esprit. Exactement. Ok, et bah écoutez, c'est 2h10. Est-ce que vous voulez qu'on termine demain? On sera mercredi. Comme ça, demain, je refais un live et on peut à la fois débriefer de la vidéo que je sors demain. On se fait un petit check de ça. Ensuite, je lis le dernier chapitre et voilà. Et après, on peut faire le débrief aussi du live action. On peut faire ça? Parce que là, c'est déjà 2h12. J'ai peur que le dernier chapitre me prenne un peu trop de temps de lecture et tout. C'est quoi l'apothéose? Ah ouais, il est exceptionnel. Top pas. Ah ouais, je vais faire demain. Je vais faire demain parce que je suis trop fatiguée. Donc si vous voulez, on peut faire ça demain. Vous regardez la vidéo demain, on fait un débrief de ce que vous avez pensé, vous me poserez vos questions, etc. Et après, je lirai le dernier chapitre demain. C'est bien, on est mercredi, nickel. Moi, ça me va. Je vais démute les deux copains. Je vous démute, attention, je vous préviens. C'est bon, vous me mettez un pouce, montrez le doigt. Je vous vois pas. Est-ce que c'est bon? Voilà, super. Hop, c'est bon, je vous Non, démute. plus Nina a bon Hop. moment. Ah mince. Ah. C'est Oulala. vrai, Askerio, ça me fait trop plaisir. Oui, je vous donne des devoirs. Mais tu verras, Bovino, tu seras pas dégoûté de la regarder. Je pense que tu vas vraiment bien aimer, hein. Vraiment. Et bah ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Demain, je relance un live et Ouais, je trouve c'est bien parce que du coup, ceux-là, ils ont pris plus de temps. C'est normal, c'était des chapitres un peu plus, ouais, ouais. un peu plus épais. Mhm. Donc ouais, tu fais bien. C'est au moins là, en plus, il se fait un peu tard et tout, donc Ouais, ouais, là, c'est déjà au moins 23h, demain, c'est tu vas minuit, pouvoir. là. C'est bien. Ouais, puis même, j'aime bien le fait que tu puisses débrief de ta vidéo, comme ça, Ouais, tu pourras parler, ouais, je suis machiner. d'accord. Tu pourras même en parler dans tes commentaires de ta vidéo là. Tu diras bah rejoignez-moi à telle heure, on va parler un peu de ça et on va débrief le dernier chapitre. Et puis voilà, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup là. Et franchement, bravo Ninette parce qu'elle est très forte et tout. Elle pense à tout. Elle pense à faire des coucou YouTube à chaque début de review. Elle fait ça. Et franchement, elle a. Putain, mais ce level up. Flex un J'ai peu, hein. pris exemple Bravo. sur le maître. Mettons la matière. Ah, Le mettre en la matière. voilà, expert. Ouais, c'est ça. L'expert. L'expert. Ok, Bon, bon bah en tout cas, et bah allez, top. c'est parfait. Je suis contente. Merci beaucoup. T'as aimé ce dernier chapitre là du coup? Ouais, ouais, pour le coup, ouais, j'ai vraiment bien aimé, hein. Il était bien, hein, J'ai trouvé il super était dense en badass, plus. ouais. C'est juste le côté ému que j'ai du mal à comprendre, je vais pas te cacher. Ouais. J'ai trop du mal avec ça. Pour moi, ça a pas de logique. Je me dis: «Mais c'est pas possible. Tu peux pas me dire que Chebek, il a trouvé ça en 2 spies et elle Mais a» Chebek, il était boosté le type, hein. Il y a eu un ouais, souci, hein. mais quand même, Non, tu mais vois? déjà, lui après, il est né dans un truc où il savait tous les plus grands secrets. Il te parlait de Joy Boy et de David D. Jones, déjà, tu vois? Il Ouais, parlait quand de même. ça et puis après, il te parlait des fruits du démon. Il lui en fallait 2, celui de Nidhogg. Il est allé sur Marie-Joise, il a vu Imu. Enfin, le mec, déjà, on sait pas pourquoi, mais il en savait trop. Donc, tu vois? Mais après, ouais, je t'avoue que je sais pas non plus. Je sais pas ce qui se passe trop avec Ouais, Imu. Enfin bon, trop bizarre. on verra, hein. On verra. Bon, et ben, on verra ça demain. Et ben, je vous souhaite une très belle nuit. Merci Ouais, à bonne tous soirée à d'être tous. venus. Bonne Merci soirée, bonne d'avoir été nuit. là. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez apprécié et que vous avez réapprécié aussi de redécouvrir le chapitre et que j'ai pas trop surréact. J'ai quand même fait des bonnes Non, analyses. Bon, ça va. non, non. Et puis, on Hop. se retrouve demain. Vous oubliez pas, mardi 18h, la vidéo sur ma chaîne. Et le soir, on se fait un petit live pour débrief et terminer le tout dernier chapitre que j'ai pas lu encore. Voilà. Bah allez, on fait ça, hein. Incroyable. Allez, on vous fait des bisous. Passez tous une bonne nuit. Faites de Bonne beaux soirée, rêves. des Des bisous. bisous, À bonne nuit, bonne demain. soirée. Et Ciao, peace, ciao. les Nina Kama. Peace, c'est Peace Nakama. Nakama. Bisous. Peace les sœurs. Ouais.